Salut à tous, même les femmes. Et aussi les enfants, tous. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Lotrider, votre nouveau podcast consacré à l'actualité de la saga Star Wars mais aussi ses grands sujets. Podcast qui ma foi se permet une petite exception dès son deuxième numéro puisque on a dit qu'on était bimensuel et qu'on ferait un épisode thématique et puis un épisode news et puis là voilà c'est notre deuxième épisode et c'est déjà un deuxième épisode news mais circonstances atténuantes aujourd'hui puisque nous sommes le 23 mai 2018 et en France est sorti Solo. A Star Wars Story et pas Star Wars A Solo Story, même si on pourrait le dire comme ça. Et voilà, je vais devoir en débriefer autour de mes charmants amis. C'est une mission elle aussi périlleuse, comme la dernière qui nous a occupés ici à bord de Lotrider. Et donc j'ai ainsi réuni la fine fleur de la contrebanderie, car la contrebanderie n'est jamais finie. Il y a ce soir Alex Calrissian. Ah oui, effectivement, c'est mon nouveau surnom. Voilà. J'essaye de changer petite moustache. Je me suis fait un swag Donald Glover solo pour le plaisir. Allez sur le compte Twitter de Outrider, SW Outrider, pour trouver une petite photo d'Alex qu'on fera à la fin de ce podcast. Voilà. Il y a également Manu. Salut. Manu qui n'a pas encore de nom Star Wars. Non. Voilà, juste Manu, j'aime bien. Je suis dans Manu sinon. Ouais, dors Manu, c'est pas mal aussi. Ça va Manu ? Ça va et toi ? Bah écoute, petit suspense qui vous laisse deviner mon avis sur le film. Il y a bien sûr moi, Thibaut République. Bonjour, ça va Thibaut ? Bah ouais, très bien. Et enfin, il y a l'ami Raphaël. Bonsoir. Ça va ou quoi ? Ça va. Ça va. Ok. On a fait le tour des présentations. Donc, malgré. T'as oublié le pilote. Notre pilote, c'est vrai que là, il est au fond du vaisseau parce qu'il est en train de réparer des trucs. Il est loin du vaisseau. Mais il est toujours en train de bricoler, mais c'est pour ça. Mais tu vois, c'est vraiment Chewbacca au point que je finis par oublier qu'il est à bord du vaisseau. Tu vois, il est là, il bricole, mais je ne le vois pas. Il y a bien sûr JB derrière les manettes. Oui, voilà. Vous l'avez sans doute entendu de loin. Mais sinon, tu peux parler en basique. Je peux parler en basique, mais je peux parler en français aussi. Ah, c'est une déclinaison très polie et très soutenue du basique, tout ça. Oui, bon, bah, moi je dirais pas grand chose sur le film. D'accord, voilà. Très bien. Et bon, voilà. Ne vous laisserez dire du mal à ma place. Oh, ça taille déjà. Non. Donc ne vous inquiétez pas, il est quelque part à bord du vaisseau, il bricole sur l'hyperdrive, mais il reviendra très vite. J'essaye des caps. Bref, et c'est ça, essaye des caps. Les présentations sont first. Ouais. Alors les présentations sont faites et maintenant que les présentations sont faites, on passe au décollage. C'est parti. Ça redémarre. Faites préparer une navette. Je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque. Mais on va ménager encore le suspense un petit peu puisqu'on va vous faire un rappel des faits autour de la production de Solo et Star Wars Story puisque ça me semble relativement important. Ce projet est en développement depuis longtemps puisqu'il était déjà d'actualité sous l'ère George Lucas où Lawrence Kasdan rêvait, donc Lawrence Kasdan on rappelle c'est le scénariste de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi, rêvait de faire un film sur la jeunesse de Han Solo, puis on en entendait parler relativement régulièrement et la dernière fois qu'on en avait entendu parler avant l'ère Kathleen Kennedy et Disney, c'était autour de la série Star Wars Underworld qui aurait pu éventuellement en voyant le jour faire apparaître un jeune Han Solo et cette idée a fait son bonhomme de chemin ensuite sous l'ère Disney puisque nous en parlons aujourd'hui en 2018, on n'est pas dans une dimension parallèle parce qu'on a plongé dans un vortex au hasard, mais du coup le film s'est fait grâce à l'intervention de Lawrence Kasdan sur The Force Awakens au moment où on devait être du coup en 2014, J.J. Abrams se ramait un petit peu sur l'écriture et donc Kathleen Kennedy l'a rappelé à l'aide et c'est là qu'il a un petit peu, on imagine, négocié son intervention en échange de de l'écriture totale en fait de ce vieux projet sur la jeunesse de Han Solo et à l'époque il écrivait avec son fils Jonathan John Kasdan et du coup il a profité pour alors c'était de manière officieuse et donc du coup il a profité pour officialiser tout ça, donc un projet d'une vie quelque part, peut-être qu'on peut le dire, pour Lawrence Kasdan, un des noms les plus importants à graviter autour de George Lucas sur qui a le droit de réclamer l'héritage Star Wars.
lui et Ralph McQuarrie entre autres. Donc voilà, Star Wars Solo Star Wars Story, je crois que je vais y arriver, est un projet de longue haleine. Star Wars SM Story. C'est ça, exactement. Et c'est devenu une story assez Bresson à partir du moment où Chris Miller et Phil Lord, qui sont les réalisateurs des Jump Street, de La Grande Aventure Lego et de tant d'autres choses, se sont fait licencier proprement donc en juin 2017, donc ça fait bientôt un an du tournage, alors qu'ils avaient été annoncés en grande pompe il y a quelques mois ou même peut-être quelques années avant. Parce qu'il me semble que c'était peut-être bien en 2015 déjà ou en 2016, début 2016. Qui permettait aussi de faire un peu passer la pilule de ce projet, quand même difficile à vendre, tu vois, parce que comme tu le présentes, c'est vraiment un truc que Lawrence Kasdan voulait faire, mais tout le monde était assez frileux, enfin moi le premier et les fans et tout, et le fait qu'il y ait Phil Lord et Chris Miller sur le projet, ça pouvait, tu vois, faire au moins un truc assez original. D'autant que leur réputation, c'est d'aller sur des projets que a priori personne ne veut, de Tempête de boulettes géantes au Lego Movie, des projets auxquels personne ne croit, et c'était effectivement notre cas jusqu'à ce que Lord et Miller arrivent, et notre déception fut donc totale lorsqu'ils ont été remplacés très rapidement par Ron Howard. On a aussi un petit peu parlé pendant ce jour, d'ailleurs je crois que c'était un unique jour de suspense de Joe Johnston, mais Joe Johnston nous a confié à l'époque où je travaillais sur Sci Fantasy qu'il n'avait jamais été appelé et que c'est lui qui avait appelé Kathleen Kennedy pour savoir pourquoi il était partout dans les journaux, et elle lui a dit non mais on a signé avec Ron Howard depuis la semaine dernière, donc voilà, c'est fait. Et au passage, je rappelle que Ron Howard était un protégé de George Lucas puisqu'il avait été révélé en tant qu'acteur en jouant dans American Graffiti, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait correct. Donc tout est connecté, et après ce rappel déjà un petit peu long, on peut passer à Solo A Star Wars Story, cette fois je l'ai bien dit, entièrement retourné ou presque par Ron Howard, et je vais vous laisser messieurs pour cette partie sans spoiler, parce que j'ai oublié de le préciser en intro, mais il y aura effectivement une petite partie sans spoiler qui va plutôt insister sur votre ressenti. Si vous voulez bien, on gardera le catalogue pour la suite. Alex, tu veux commencer ? Avec plaisir. Écoute, en plus je pense que je suis celui qui sera peut-être le plus détaché du projet, parce qu'au final c'est vrai que depuis cette annonce, pourtant t'es un calricien. Je suis un calricien, je suis un fan inconditionnel de Star Wars, mais les origines de Han Solo ne m'ont jamais intéressé, et du coup j'ai toujours été frileux à ce projet, encore plus avec le départ de Phil Lord et Chris Miller, qui s'expliquait d'ailleurs par le fait que Lawrence Kasdan tenait absolument à ce projet et qu'il faisait peut-être un peu trop de folie avec son script d'origine, et du coup tu fais bien de le rappeler. Tu vois, j'étais ni chaud ni froid, tu vois, avant la séance et tout, et je savais que j'apprendrais peu de choses, ce serait un film qui raconterait un truc qu'au final on sait, tu vois, il y a Star Wars et il y a la légende Star Wars qui fait qu'il y a des histoires, même si tu l'as pas lu, même si tu l'as pas forcément vu dans un film, tu peux la connaître quand même, et tu vois, pour moi l'histoire de Han Solo, tu peux même te la construire dans la simple phrase quand il dit qu'il l'a gagné, tu vois, en jouant avec Han Solo, quoi. Et j'avais pas besoin qu'on me montre ça, déjà parce que réincarner un nouveau Han Solo, je trouve que c'est compliqué, et du coup c'est un point qui m'a bien déçu dans ce film. Je sais qu'on était tous frileux, et je pense que Alden Ehrenreich, appelons-le Alden pour les besoins de la prononciation des oreilles de nos auditeurs. Je vais broyer son nom, et c'est pas de ma volonté, c'est compliqué. Et du coup, non, c'est vrai que je le trouve, enfin, c'est un des éléments qui fait que ce film me frustre énormément, parce que bizarrement, en étant détaché du film, j'ai quand même réussi à bien m'accrocher comme un bon faucon, tu vois, en hyperdrive. J'étais quand même bien pendant tout le truc, j'ai pas envie de le revoir, tu vois, mais en même temps je trouvais que finalement le côté Ron Howard et Lawrence Kasdan donnait un côté vraiment old school, tu vois, classique Star Wars, parce que finalement un film, tu vois, un peu avec cette fibre classique qu'on avait, enfin que comme on n'avait pas eu, tu vois, avant, avec la première trilogie, tu vois, ce que je voulais dire, c'était un peu différent avec la prélogie, et c'est vrai que après le film est pas terrible au niveau de ses effets visuels et tout, mais Ron Howard il a une façon de filmer tellement classique qui rappelle parfois George Lucas, et je trouve que Lawrence Kasdan, l'écriture enfin c'est un peu bizarre, parce que quand j'étais dans la salle, ça m'a fait un truc, j'avais l'impression de lire un script de film et de voir plus les dialogues que les interprétations de ces dialogues, et je trouve que le film est quand même vachement, enfin, est plutôt bien écrit et tout, mais globalement ça marche quand même pas, tu vois, c'est ça qui est assez frustrant, et ce qui fait que t'en ressors complètement froid, quoi. Ok. Manu, est-ce que tu vas t'inscrire en faux ? Écoute, moi je suis alors je suis loin d'être les fans de Star Wars que Alex et toi êtes. J'avais beaucoup moins d'attentes que vous, en fait. Je pense que mes attentes étaient juste
totalement légitime. Je m'attendais à pas grand-chose. Ça soit ni catastrophique. Et encore, j'ai pensé que ça pouvait être catastrophique. Mais finalement, j'ai trouvé que ça l'avait pas été. Ni quelque chose d'exceptionnel. Jamais je me suis attendu à avoir des bonnes surprises en vrai. Et du coup, on m'a un peu servi ce que j'attendais, du coup, c'est-à-dire pas de surprise. Du coup, si la seule chose sur laquelle j'étais surpris, je viens de le dire, c'est par rapport à ce qu'a dit Alex avant, je trouve que le fait que il y a eu des problèmes de tournage se voit pas tellement au final. On va en reparler, mais ils arrivent à faire un film. Où on voit qu'il y a des choses qui ont été transformées, mais ils arrivent à le faire passer, quoi. Ça se voit peut-être dans la qualité visuelle plus que en fait dans le montage, tu vois. En fait, ça fait il y a beaucoup de cache-misère sur le film. Ouais. Du coup, il n'y a pas vraiment de montage à partir du moment où ils ont quasiment tout retourné. Ils ont voilà, un montage de film classique et pas de rafistolage. Le film pâtit du fait d'avoir été retourné en totalité, quoi. Ouais, du coup, visuellement, dans la réelle, partout, il a rien d'exceptionnel, mais ils arrivent à sauver les meubles, quoi. Mais d'une façon générale, à la fin, je me suis dit voilà quoi. J'ai pas trouvé ça nul. Je me suis un peu fait chier par moment quand même. Faut clairement le dire. Mais c'est pas déjà c'est ni bon ni mauvais, quoi. Une remarque très inquiétante. Bref, on y reviendra. J'ai tweeté ça tout à l'heure. C'est mon Guardians of the Galaxy 2 de Star Wars, film que je reverrai jamais. Ah putain. Je vous laisse terminer. Je me suis un ce peu podcast. fait chier devant. Je peux pas dire que c'est nul, mais tu peux absolument pas dire que c'est bien, quoi. Je vais aller boire une bière avec Dash. Raph, vas-tu relever le niveau ? Le niveau pas de ce podcast, mais je ne sais pas, l'ambiance générale. Non, je pense même que je vais être un chouïa plus salé que mes deux camarades. Oh. Parce que, au final. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'y vais. Le wiki arrive toujours à la fin. Au final, un peu comme Manu, c'est-à-dire que je m'attendais à rien à la base. Enfin, depuis qu'on connaît l'existence de ce film, depuis qu'on sait que le changement par Ron Howard, sur le projet a été officialisé, etc., que du coup l'intérêt était au niveau 0 pour moi. Et il y avait un minimum de promesses, notamment via quelques trailers, les quelques images de vaguement un western, vaguement un film de braquage, donc je m'attendais à voir au moins un petit peu de chacun de ces choses-là, et en fait non, j'étais une déception à chaque fois. Ma première western, je ne l'ai pas eu, ma première film de braquage, je ne l'ai pas eu, ma première Star Wars, je ne l'ai pas eu. Et sévère. Non, mais retiens cette formule et tu nous l'argumenteras avec les spoilers en prime. Très bien, mais au final, tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, on a eu notre dose de Star Wars de 2018 là à l'instant. Et tu la ressens pas. Et j'en ai rien à faire en fait. J'ai zéro feeling. Et je pense que c'est le pire. C'est même pas, je suis même pas juste déçu et j'aimerais défendre mon point de vue, c'est juste j'en ai rien à foutre en fait. Ok, très bien. C'est dit. Le mot est lâché et je pense que JB ne va faire qu'une bouchée de ce film en lui arrachant les deux bras, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, non, alors je vais pas être vulgaire. Mais c'était de la merde. Alors, tout de suite, monsieur. Non, alors Alex a soulevé le classicisme de Ron Howard et de Lawrence Kasdan. Et ouais, en fait, c'est un film de vieux. Le projet, il n'était pas pendant au départ. Il y a eu l'annonce Lord et Miller, on s'est dit, ok, ils peuvent amener un truc. Il y a eu Donald Glover, on s'est dit, Lando et tout, ça va être un peu sympa. Et ils se sont fait virer, ils ont ramené un papy. Et c'est un film de vieillard, quoi. Ça bouge pas, il se passe rien, c'est pas beau. Au final, je trouve ça intéressant que tu dises ça, que ce soit un film de vieux, parce que peut-être que quelque part, c'est un truc qui me fait respirer dans toute cette... actuellement, tu vois, on a tellement de films de super-héros, Marvel Studios, c'est devenu une formule et tout, que même dans Star Wars 8, je trouve qu'on le ressentait vachement aussi, ce nouvel ADN du film, de l'actionneur, de super-héros, tu vois, avec des vannes bien implantées, un montage vachement particulier et tout, tu vois. Quand je regarde Star Wars 8, j'ai quand même cette vibe Marvel Studios derrière, et on l'avait reproché à l'époque. Et je trouve que là, on a ce classicisme fait qu'on est de retour en arrière, mais moi ça m'a fait une petite respiration, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire, même si je suis pas un d'accord. peu différent, mais ouais, après il a plein de reproches, hein. Je suis quand même d'accord, mais c'est peut-être, tu vois, moi en tout cas ça m'a permis de respirer un peu, mais après le film pas ouf non plus, quoi. Mais voilà, et par rapport à ce que disait Raph aussi, c'est Star Wars 7 et Star Wars 8 étaient différents ou pas, mais ils racontaient des trucs et on pouvait avoir des avis tranchés sur le film, mais pour pouvoir en débattre, il y avait des choses à dire. Là, il n'y a pas grand chose à dire sur le fond du film. Il se passe plein de trucs pour rien dire. C'est ça. C'est une succession de péripéties. Mais c'est tout. Ultra plat. Je veux dire, je pense que personne ne peut être surpris par les rebondissements du film. Ils sont quand même très très gros et on les voit tous venir. Soit tu les vois arriver parce que tu as une bonne connaissance de ce qu'est le médium cinéma, ou soit tu les connais déjà parce que tu as lu l'ancien univers étendu qui composait jadis l'univers de Star Wars, quoi. Ouais, alors c'est
c'est pas un spoiler, mais quand t'as un personnage qui tout le long du film dit faut pas faire confiance aux gens, et à un moment il trahit tout le monde. Oh mon Dieu. Voilà. C'est un peu spoiler, mais ça va. C'est un peu un spoiler quand même. C'est pas un spoiler, ça c'est tu vois une scène, tu dis ok bah voilà, ça va se passer comme ça. Les gens sont pas stupides, au bout d'un moment faut arrêter. Ouais, effectivement, les gens ne sont pas stupides et c'est ce que je voulais dire en moins spoilerifique, mais sur le fait que si les gens sont habitués au médium, ce genre de répliques, ils y font attention. Pour ma part, j'ai un peu l'impression d'être entre la partie la plus salée et la partie la moins salée, parce que j'ai trouvé globalement le film assez ennuyeux, et ça je trouve ça c'est horrible à dire. Enfin, et je vois déjà qu'il y a des gens qui retournent leur veste. Je sais que je suis connu pour être un gros nerd de Star Wars, et c'est pour ça que les gens aiment bien parler avec moi, et je vois direct des gens sur Twitter commencer à dire que je suis le pire des chiens coréliens. Mais je vous jure que j'ai voulu aimer ce film, que je lui ai laissé sa chance, et plus on avançait dans le film, et plus je me disais mais ça j'ai déjà vu, ça je connais déjà, ça j'ai capté ce que ça allait être il y a 10 minutes, et du coup en fait ça donne, il y a aucun pivotement en fait par rapport à ce qui est amené en fait. Ça se déroule comme prévu. Et même quand ça se déroule pas comme prévu pour nos personnages, tu t'attends à ce que ça ne se déroule pas comme prévu. Donc tu te dis ah ok, donc là il va y avoir un truc, ils vont être obligés de. Il suffit que tu aies vu les 2 trailers et tu vois tout de suite ensuite encore plus l'enchaînement des scènes. Ça à la rigueur je le retiendrai pas contre le film puisque c'est le cas de beaucoup de productions hollywoodiennes. Mais du coup j'ai passé entre guillemets je vais le dire non, même plutôt sincèrement, un assez mauvais moment à regarder le film, parce que c'était pénible en fait de voir cet épisode là quoi. Et dans ma tête je me suis dit j'ai des épisodes de Rebels qui me touchent plus que ça quoi. Tellement. Et c'est sûr hein. Et la comparaison, je veux pas classer les médiums tu vois, mais on a l'habitude on a l'habitude de dire que c'est 2 trucs différents et que le film te touchera forcément plus parce que plus de moyens, plus de temps d'écran, etc. Mais là, j'avais l'impression que déjà les moyens, je les voyais pas parce que la photographie de Bradford Young qui a fait Arrival et tout et qui est pourtant un directeur photo que j'adore et que j'attendais au tournant, je trouve qu'on ne voit rien. Après très clairement c'est une photo graphique cache-misère, c'est noir. On avait appris via toutes ces rumeurs et ces reports sur les sites américains que un acteur qui a pu travailler avec Lord et Miller et Ron Howard a expliqué que Ron Howard allait tourner en petite focale et en utilisant qu'une partie des décors, et ça se voit en fait, c'est-à-dire qu'il y a souvent des plans très serrés, la photographie va camoufler avec de la fumée ou tout simplement du noir les alentours, et donc même s'il y a une richesse des décors, des costumes, des designs, des vaisseaux, que j'ai trouvé ça plutôt cool, il y a quand même toujours un feeling qui fait que t'as l'impression qu'il y a plus de trucs à l'écran mais qu'en même temps l'écran est rétréci en fait, donc au final je trouve il n'y a pas beaucoup plus de trucs à l'écran que sur un Star Wars 8 ou un Star Wars 7, même si j'ai lu ce matin que c'est le Star Wars qui a créé le plus de costumes. Mais donc voilà, ça c'est super frustrant de traverser ce film sans le voir quelque part, et sans être surpris. Et puis derrière, donc là je pense qu'il faudra aller dans la partie spoiler pour aller un petit peu plus loin. Derrière je trouve qu'il y a d'énormes erreurs dans l'écriture, dans la caractérisation des personnages, il y a beaucoup de références qui m'ont gêné, il y a globalement un fanservice assez lourdingue et d'un autre temps, j'ai un petit peu envie de dire. Et on en parlait dans le premier épisode de Trider, et vous le savez, je suis encore sous le choc des derniers Jedi, et du coup c'est limite j'ai passé un cap en fait dans ma cinéphilie Star Wars, et je sais ce que je veux, et ce que je veux c'est pas des références à l'univers étendu droppées comme ça à l'appel par des personnages qui sont là sans l'être, qui sont à peine incarnés quoi. En même temps quand tu re-shootes un film en entier, on imagine qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire non plus 30 prises et d'utiliser tous les décors et les moyens à leur disposition sans faire tripler le budget du film. Donc ceci explique cela. Après, c'est pas un sauvetage à mon sens dans la lignée de Rogue One où tu pouvais t'attendre à une vraie catastrophe et au final ça arrivait à raconter des trucs, à avoir des moments quand même assez punchy. Là, le film m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, pour rester dans la vulgarité. Il y a vraiment peu de moments où je me suis dit tiens ça c'est cool, ça je reverrai cette scène sur YouTube comme un con en grindant juste les 2 minutes que je kiffe. Il y a rien de ça dans le film, et c'est désolant pour un Star Wars parce que ça fait longtemps que je me suis pas dit ça quoi, et comme je disais en sortant du cinéma, ça fait depuis 2002 et encore il m'arrive de regarder des scènes de l'attaque des clones sur YouTube. Voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose messieurs, ou est-ce qu'on passe à la partie Si, ouais,
je veux bien dire, tu vois, genre que pour moi, de toute façon, c'est une erreur stratégique de Lucasfilm, tu vois, ce film aussi, hein. Clairement, tu vois, quand ils ont ouvert la porte des spin-offs, eux-mêmes l'ont vendu comme un moyen un peu de s'émanciper de Star Wars et tout, de ce qu'on connaissait. Et la deuxième histoire qu'ils racontent, c'est une histoire que tout le monde connaît, quoi. Ouais, c'est pour ça que... Pour moi, c'était doublement une erreur dès son annonce, à partir du moment où, quand il l'a annoncé, il venait de tuer Han Solo. C'était censé être fini, tu vois. Ouais. Ça bouclait une période, le personnage. Voilà, il faisait partie de la légende. Ouais, c'est ça. Et ils se sont sentis obligés de gratter la légende. Et du coup, ouais, c'est pour ça que globalement, tu vois, pour moi, c'est un film qui raconte pas grand-chose de base, puisque c'est une histoire qui peut surprendre personne, quoi. Oui, et du coup, forcément, ouais, il comble des trous avec du forcing de fanservice, truc comme ça, qui fait que c'est un peu, tu vois, c'est un peu sur la corde. Mais après, je trouve que dans son côté un peu vieillot, le film me fait un peu vibrer une corde sensible. Donc, mais après, mais en même, c'est là où toute la contrariété, parce que moi, j'ai pas envie de le revoir non plus, tu vois. Je l'ai vu une fois et j'étais là, j'ai pas envie de le mater, tu vois, mais je sais pas, il y avait un truc. Ouais. Et t'as l'air plutôt content quand tu le dis, donc. Parce qu'il y a Donald Glover, tu vois. C'est un truc moi, je trouve qu'il est vraiment super fort et super convaincant. Il y a, je me souviens plus le nom de l'actrice qui joue L3. Tu vois, pour moi, Phoebe Waller, c'est un des meilleurs droïdes dans son écriture et tout. Je trouve qu'il y a des trucs quand même vachement intéressants, même si c'est un peu débile. Mais je trouve que, tu vois, ils vont toujours. C'est un peu cette fibre qu'ils vont toujours gratter et tout dans Star Wars. Et je trouve qu'elle est aussi grattée dans celui-là, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails puisque on va pas spoiler, mais vu qu'on flirte avec la partie spoiler, je propose, messieurs, sauf si vous aviez quelque chose à rajouter, qu'on y passe avec une petite alarme par nos soins. Attention, ceci est la partie spoiler. Attention, ceci est la partie spoiler. Les troupes impériales ont atterri. Il faut s'en aller. Mon cher Alex, vu que tu étais lancé et que tu attaquais avec le cast, on va commencer par le casting globalement et ce que vous avez retenu, ce que vous n'avez pas aimé. Moi je veux bien commencer avec ce bon Alden parce j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi, parce que Han Solo c'est un personnage iconique. Tu vois, on va beaucoup parler de légende ce soir, mais aussi Star Wars c'est une mythologie qui s'est créée une mythologie dans notre monde, tu vois, et ça fait c'est une mythologie et une marque à la fois. Ouais, c'est ça, mais ça fait que certains acteurs tu vois, certains personnages ne peuvent pas être incarnés par d'autres acteurs, et genre déjà pour moi caster un nouveau Han Solo c'était un exercice difficile, et clairement cet acteur on l'a su, en plus même lui avait des difficultés sur le tournage et tout, il a suivi des cours et ça se voit, et moi je le sens bloqué entre les gimmicks de Harrison Ford qui fait que des fois il force des trucs, et aussi son manque de charisme total. Mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il est bloqué entre un côté parodique d'imitation d'Harrison Ford par moment, notamment sur la fin où à un moment il fait un petit lever de doigt avec un clin d'œil à la Harrison Ford 100%, comme si ils le mettent à la fin comme si il avait fait le parcours vers Harrison Ford, ce que je trouve lamentable en termes de caractérisation, tu vois, parce que le reste du film, sans être charismatique, j'ai trouvé qu'il essayait de faire autre chose, du coup c'était presque plus intéressant, en fait. C'est là où ça marche pas, c'est parce qu'il n'arrive pas à incarner Han Solo, mais il arrive quand même à incarner un autre type de personnage, peu arrogant, une variante de Han Solo, tu vois, qui fait que j'ai pas vu Han Solo pendant tout le film. Mais en fait, le le problème, c'est que je pense que ça aurait marché s'ils essayaient pas de se raccrocher à Star Wars, à l'histoire de Han Solo qu'on connaissait, quoi. Et en fait, ils essaient de personnifier ce Han Solo comme celui qu'on connaissait avant. Alors que, tu peux le mettre ses traits de caractère et on aurait pu faire un Han Solo totalement différent et le faire vivre, je sais pas, une tragédie pendant le Kessel Run. Tu vois, je sais pas, un truc bouleversant qui fait que le mec change de caractère. Enfin, ça peut arriver, les gens évoluent, tu vois. Alors, et là, ça, c'est un des trucs sur lesquels je vais te rejoindre sur l'écriture et le côté classique du film. J'ai trouvé ça presque rafraîchissant de savoir que Han Solo est déjà la retcon entre guillemets du film, c'est que tout le monde considère que Han Solo c'est un vaurien qui devient un gentil, et en fait c'est un gentil qui devient qui veut être vaurien mais qui arrive pas parce que fondamentalement c'est un gentil. Et je trouvais que c'était le seul propos du film que j'ai trouvé intéressant, parce que je me disais, je m'attendais à ce que ça soit Han shot first dans tous les sens. En fait le mec c'est un méchant et à la fin il devient gentil, et en vrai il essaye de jouer au méchant, et je trouve que c'est la seule corde sur laquelle ils ont joué qui m'a touché, quoi. Et pour moi c'est le seul propos du film, en vrai. Oui, c'est le seul propos. Il n'y a pas d'autres propos dans le film. Enfin, je les ai les droits des robots. Les droits des robots, mais ils en ont fait une blague. Ouais, ils en ont fait une blague qui fait qu'il y a une scène qui fonctionne à la rigueur, tu vois. Mais il y a toujours cet appel à la révolte présent chez Star Wars, et là ça passe par les robots dans Solo, et je trouve que ça fait toujours plaisir qu'ils soient là, quoi. Du coup. En fait, les autres propos du film, c'est des teasings vers des trucs qu'on connaît. Donc, c'est pas du propos, quoi. On
On s'accroche là, on s'accroche là. Et du coup, ça, revenons à cet Alden. acteur. Et du coup, ouais, je trouve que lui aussi, tu vois, il est un peu bloqué là-dedans, et je pense que c'est pour ça que tu vois, il y a des moments, tu vois, et je trouve, j'étais pas convaincu, mais enfin c'est pas, si, j'étais presque convaincu, tu vois, il y a des scènes où, comme tu dis, tu vois, on sent qu'il tente un truc différent et tout, et ça va, tu vois, mais comme des fois en fait, c'est une parodie de Han Solo, c'est vraiment gênant. Une scène sur deux, quoi, presque. Et des fois, ouais, il est filmé, tu vois, de façon à ce on distingue pas trop son visage, tu vois, pour forcer la caricature de Han Solo, et je trouve que c'est vraiment dommage, quoi. Et Manu, vas-y. Moi, je voulais savoir si en même temps de parler de l'acteur, on parlait du personnage. Bah, j'y ai un peu ouvert la voie, donc vas-y. Est-ce qu'on parle de son nom, du coup? Ouais, c'est là que c'est le moment. Est-ce que c'est le moment d'enfoncer de taper dans les portes qu'on nous a mis dans la gueule pendant le film? Font mal. Ouais. Celle où. Celle-là, elle fait mal. Hein. Ouais, franchement, on t'explique que il a pas de nom de famille et du coup il est tout seul et du coup il s'appelle Solo, quoi. Ouais, ça c'est dur. Surtout qu'il y avait. avait. C'est un mec qui l'enregistre à l'armée pour qui donne ce nom. Surtout que il y avait. Ça m'a pas dérangé dans le film parce que. Ça me dérange comme idée, mais dans le film, en fait, c'est con, mais je m'y attendais. C'est cette espèce de machine arrière qu'avait fait Bob Iger quand il avait présenté aux actionnaires de Disney dans Han Solo, on verra sa rencontre avec Chewbacca et comment il a récupéré son nom. Et derrière, ils avaient fait un peu une marche arrière et Kathleen Kennedy, il y a des déclarations là-dessus, hein, vous pouvez aller la call out. Elle a dit non, mais il voulait dire au sens où il se fait son nom. Dans le film, très clairement, on nous explique qu'il ne s'appelle pas Han Solo, il s'appelle Han quelque chose et au final, il ne donne pas son nom de famille. Alors qu'il a un père. À la rigueur, ça pourrait être un orphelin, du coup, il n'a pas de nom, il s'appelle juste Han, c'est le nom qu'on lui a donné. Et il parle de son père à un moment, donc c'est complètement con. Et du coup, ça limite, ça tease si éventuellement il y a une suite, mais ça faudra qu'on en reparle parce que JB a des frissons. Non, s'il vous plaît, non. Mais très clairement, ça pointe soit vers d'autres trucs qui existent déjà, comme dit Manu, soit aussi des espèces d'arcs amorcés qui nous donnent l'impression que c'est une partie 1. Donc moi j'étais là, genre, est-ce que du coup on va retourner sur Corellia, voir son daron en train de faire des cargos Enfin bref, ça aurait été plus intéressant. Bah, je ne sais pas. Mais bref, donc ça, je trouve ça absolument abominable. Mais vraiment, hein, quand Bob Iger avait dit non, mais en fait, c'est au sens où il se fait un nom, j'étais là, vous me rassurez, les gars, parce que quand même, c'est une grosse idée de merde, quand même, tu vois. Parce que c'est justifier un truc qui est devenu une blague en 40 ans. Il s'appelle Solo parce qu'il est tout seul. Et le mettre dans un film Star Wars, ça c'est très très dur. Ça fait même, il y a plein de trucs comme ça dans le film qui m'ont fait mal. Comme la marche impériale qu'on entend dans l'univers Star Wars. Comme là on est dans l'humour Marvel Studios, c'est déjà trop, mais ça pète le 4e mur automatiquement, quoi. Ouais. Via le son. Ça a sûrement fait plus chier que moi. Mais... Oh bah oui, beaucoup. Ouais, mais juste rien fait, tu vois. Ça m'a pas dérangé. Non mais j'ai eu un réflexe de drôlerie. Mais à un moment je me suis dit mais c'est con. Enfin tu peux pas sacrifier ta mythologie à ce point en fait. Ce thème-là, les personnages ne l'entendent pas. Bientôt c'est quoi? Han Solo il va siffler son propre thème. Enfin on est où? Déjà on l'entend pas son propre thème dans le film parce que la musique elle est... On en reparlera de la musique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'Alex est très chaud là-dessus. Mais justement pour revenir sur le cast, est-ce qu'il n'y a pas la comparaison fait... la performance d'Alden souffre pas encore plus par rapport à la comparaison qu'on peut faire avec celle de Glover que j'ai trouvé bien plus juste dans son oscillation entre son jeu à lui, même s'il ralentit vachement sa voix parce que c'est un mec qui parle quand même très vite dans la vraie vie, et les tics à la Billy Dee Williams parce que la première réplique qu'il prononce dans le film c'est pure Billy Dee Williams et moi je te limite sur mon siège, c'est l'un des rares moments où dans le film j'ai fait je kiffe ce que je vois, tu vois, genre il fout les chills quand même parce que déjà le mec est charismatique et tout, talentueux à la race, et c'est vrai que c'est... Et enfin, il a un côté Billy Dee Williams de base, tu vois, je sais pas. Mais Billy Dee Williams en devenir. Mais du côté, un peu Billy Dee Williams, c'est un peu Darkseid quand même, hein, parce que clairement, j'ai lu un livre sur le deal de coke à Miami et tout dans les années 80. Et Billy Dee Williams, il faisait des parties de poker avec des mecs qui vendaient de la coke. Des parties de sabac. Et ça sniffait. Alors que Donald Glover, je pense qu'il est un peu plus pisse, tu vois. Donc c'est vrai qu'il... C'est un peu, je trouve que c'est vraiment l'apport, tu vois, qui fait que ce film réussit à se tenir sur plein de moments, même s'il n'est pas vraiment principal, mais je sais pas, tu vois, il est vraiment à l'aise dans le rôle, quoi. Il a la seule scène qui m'a fait rire du film. C'est celle où il fait son journal de bord. Ah ouais, hilarante, elle est vraiment. En plus, c'est tellement Lando, tu vois, c'est un mec qui a un but de lui-même. En plus, tu te dis que là, il est jeune, tu vois, dans toute sa fougue et tout. On sent sa jeunesse. Mais ouais, là où on a l'impression de voir Han Solo
tel que Harrison Ford l'est déjà en fait, quasiment voilà, un peu de choses près. Alors que chez Lando, Glover compose vachement avec ça, avec l'idée de il est jeune, donc de temps en temps je peux m'écarter, mais globalement il faut que je joue sur ce débit de voix un peu smooth, ce sourire au coin et ce côté dragueur. Et ce côté dragueur quoi, mais qui fonctionne un peu D'ailleurs, cette introduction par Emilia Clarke était pas mal du coup. Oui, cette introduction était. Et d'ailleurs, oui, pour faire une petite parenthèse, est-ce que c'est pas le Star Wars qui te parle le plus de cul de tous les Star Wars? Pas mal d'allusions, il y a clairement beaucoup d'allusions. Mais ce qui participe peut-être au côté gardien de la galaxie de la chose. Ah, j'ai mal, ça m'arrache la gueule. Il y a aussi un truc par rapport à Lando, je trouve qui est, pour le coup, qui est. Là, on Landonis. Landonis, mais là aussi, putain. Là, on a dit que c'était globalement une réussite. Moi, il y a un truc par contre que je trouve assez raté, c'est pseudo lien d'amitié avec Alden, avec Han Solo. Je trouve que c'est zéro quoi. Les moments où ils essaient de les faire se rapprocher, je trouve il y a rien. Bah ça marche du côté de Glover, mais la scène où ils tirent ensemble, ou la scène où ils sont dans le vaisseau, et il dit ah ta mère comment, toi tu l'aimais bien, ah ouais ton père il construisait des vaisseaux, ah ouais trop bien, cool, waouh, incroyable. Ouais, mais après, ça m'a pas dérangé dans le sens où tu sens que en tout cas dans l'Empire contre-attaque, ils sont déjà comme ça. Ils font semblant d'être un peu potes, alors que globalement ils savent pas encore qui ils sont. Tu vois, ça me dérange pas. J'ai pas l'impression que dans le 5 ils soient si potes que ça. Tu vois, c'est un peu en mode, je connais ce mec, c'est une connaissance, ça a passé. C'est comme t'es sur LinkedIn, tu connais un mec, tu peux ajouter le suivant, tu vois. Et ben c'est un peu ça. Solo, c'est le LinkedIn. Désolé, je cherche du travail. Il y a des métaphores qui me viennent comme ça, qui vous font sortir de cette galaxie qu'on aime et qui est très lointaine. Mais bref, après cette référence très deep cut, nous pouvons effectivement dire que il y avait ce côté un peu malaise, mais c'est vrai que ils en font un peu tous les deux des tonnes, mais chacun à leur manière. Ouais, mais Lando il fait des tonnes naturellement. Ouais, c'est vrai. Avec tous les autres personnages. Ça me dérange pas quoi. C'est un personnage extravagant et tout aussi, tu vois. Enfin, tu vois le mec c'est un escroc. Son poker. Ouais, c'est un escroc qui joue au poker, qui fait du troc dans le sport et qui avant était contrebandier et qui finit par gérer une cité, tu vois. Enfin, c'est un personnage Lando. C'est totalement name drop, on est d'accord? Quand il dit qu'il a acquis une petite cité qui est un gouffre à pognon sur je sais plus quelle galaxie et que ça lui rapporte pas une thune, il parle de Bespin ou pas? Non, c'est pas ça. J'ai eu un gros doute. Non, ça décrit pas ça. C'est pas un truc dans les nuages. C'est pas un truc dans les nuages. Quand il le dit, je me suis dit. Attends, par contre, il dit quand ils sont sur Kessel, il dit les installations minières c'est le pire truc, alors que techniquement quelques années plus tard il dirige une raffinerie quoi. Mais bref. C'est Lando, hein, c'est le roi des coups. Exactement. Et excellent costume. Je pense que le costume jaune est en phase de devenir mon costume préféré de tout Star Wars. Il est vraiment trop bien quoi. C'est vrai qu'ils ont fait un effort sur le personnage, tu vois, avec son design et tout, tu vois. Ils se sont fait plaisir. Ouais, allez le lire d'ailleurs, l'article de StarWars.com qui est sorti aujourd'hui, donc vous le retrouvez assez facilement sur la home où ils sont avec les deux costumiers du film. Donc je crois que c'est Dave Crossman et du coup Glyn Dillon qui parlent de leurs inspirations et du côté musical. Et même les costumes de Han Solo, notamment le premier, la veste en cuir blanche. Et un peu dans le délire punk et tout, donc ils expliquent, l'article est assez long et tout, les références qui convoquent sont plutôt cool, et c'est vrai que c'est l'une des réussites du film, c'est tous ces designs de monstres, toutes ces capes, tous ces costumes. Moi c'est vrai que là-dessus ça m'a pas mal fait kiffer. Même l'espèce de lézard au début sur Corellia, tu sais, qui doit fermer son masque pour pouvoir aller à l'extérieur, je trouvais ça vraiment cool. Alors, je vais faire une petite digression sur les personnages, mais pour enchaîner ce que tu disais sur tous les designs, les monstres et les costumes, le problème c'est qu'on les voit pas. Ouais, bah oui, non mais je te confirme. Voilà, parce que le film est vraiment pas beau, la photo est pas belle, elle est très plate, très grise, il y a énormément de fumée et... Il y a de gros plans. De plans serrés quoi. Ouais, mais tu vois, dans The Last Jedi, il y a énormément de gros plans. Mais ils servent à te montrer des trucs sur les personnages. Là, ils sont cache-misère, les gros plans. Et moi, malheureusement, t'apprécies pas en fait tous les designs du film. Et surtout, t'as aucune scène comme peut l'être, ne serait-ce que la première scène de The Last Jedi, écrase tout en termes d'action, tout le film. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment dans le film où tu te dis putain, genre le Kessel Run, j'ai trouvé ça nul. Ouais. Les gunfights, je les trouve nuls. La petite guerre en Swingers Letter là. La petite guerre sur Mimban, c'est rigolo, mais. La scène du train minier, quoi, que moi j'ai bien aimé, tu vois, au final. Est-ce que c'est suffisamment. Non, elle est pas assez efficace, tu vois. Pour qu'on s'en souvienne encore 10 ans, comme la scène du trône dans The Last Jedi, tu vois. Ouais, non.
Ça ne l'est pas. Bref, on poursuit avec le casting et peut-être un mot sur Emilia Clarke, notre Khaleesi préférée qui incarne ici Figure-toi que je Kira. trouve meilleure que ce que je m'imaginais parce que je la déteste. Non mais, dans Terminator Genesis, ouais, c'est chaud. Hein. si c'est ton modèle de comparaison. Alors, elle est pas exceptionnelle dans l'interprétation, mais je trouve qu'elle fait un petit taf quoi. Ouais, mais le personnage minable. prétexte à mort. Ouais. Qui est là pour avec des transitions du personnage pour éviter d'avoir des scènes où il va la rechercher ou des trucs comme ça, tu vois. Surtout que c'est totalement désamorcé parce que quand tout le début du film, ça t'explique le fait qu'ils soient séparés et que du coup Han Solo s'engage dans l'armée pour avoir une chance de la sauver. Il la croise au hasard. En plus, le début du film est assez dur là-dessus. Quand tu vois cette espèce de spatioport avec les troopers qui sont de mèche avec la criminalité du monde et tout. Là, on était très clairement. Tu pourrais avoir une critique sociale dans cet endroit. Tu vois. Enfin, moi, c'est ce que j'y ai vu et tout. Et je me suis dit, putain, au début, si c'est ça l'histoire et qu'au final, elle s'en est sortie parce qu'elle dirige son propre truc et tout. Parce que moi, j'étais persuadé qu'en fait, ce personnage était. La reine de la mafia finalement, le vrai méchant de l'histoire, en fait. Et qu'il y aurait un twist autour de ça. Et qu'au final, non, c'est le personnage prétexte du vilain prétexte. Donc ça fait d'elle quand même un personnage. Ouais, voilà, ça qui est là pour accrocher. Oui, on va en parler. On le garde pour le moment. C'est clair. Non, mais vous inquiétez pas, on va parler de tout. Mais effectivement, moi je l'ai trouvé efficace, mais par rapport à ce qu'elle a joué, c'est pas. pour ça qu'elle est efficace, quoi, parce que son personnage est un peu proche du zéro en termes de cohérence. Déjà, il y a aucun impact dans le sens. Enfin, tu peux pas te dire. Elle fait une blague sur la fédération du commerce. C'est un personnage important, tu vois. C'est un personnage dont on se reparle plus. Enfin, on t'a jamais entendu parler avant. Forcément, tu sais que c'est pas un personnage important dans l'histoire d'Han Solo. Mais je sais pas parce que moi, j'ai toujours cet exemple-là et on n'est pas tous d'accord parce que en plus t'aimes pas Rogue One d'après ce que j'ai compris tout à l'heure dans une enseigne de fast-food assez connue. Mais les personnages de Rogue One, je trouve tous, individuellement, ont un espèce de truc qui fait. Ils jouent sur des archétypes et tout, je suis bien d'accord, mais qu'ils sont là et t'as l'impression qu'ils sont importants, même si ils font un truc important. Mais je veux dire, globalement, c'est des personnages dont la backstory est pas importante, elle est pas liée à un personnage principal, elle est liée à un événement. Et j'ai ressenti un truc quand je les voyais disparaître. Et là, les personnages apparaissent, et c'est le cas de la première bande dont on va reparler tout à l'heure. Ils disparaissent aussitôt. Et quand on Takira, je sais pas, je suis désolé, même si c'est qu'un personnage prétexte, elle devrait au moins avoir l'écho que peut avoir un Chirrut ou une Jyn Erso, etc. Enfin, je veux dire, c'est. Mais non, mais s'ils y arrivent sur un film, ils y arrivent sur tous les films. Enfin, je sais pas. Ouais, mais tu vois, par exemple, Jyn Erso, Felicity Jones, oui, déjà, c'est pas le niveau calibre, est pas du tout le même que. Là, je parle d'écriture essentiellement. Mais même, enfin, tu vois, Jyn Erso, c'était l'héroïne de son film, c'était le personnage féminin central. Là, c'est aussi le personnage féminin central. Mais c'est pas l'héroïne d'une part, et c'est un personnage fonction. C'est la princesse à sauver au début, et après ça devient la sidekick féminine de Han Solo, quoi. Ouais. Et elle se résume à ça. Mais là, en plus, il y a un truc qui est. Enfin, je fais peut-être des plans sur la comète, mais j'ai limite une impression que elle et je sais plus son nom, la Scavenger qui finalement est en fait. Enfisness. Ouais, voilà. Elles sont là pour un début d'arc qui se finira dans une série télé, tu vois, parce que c'est des actrices de série télé et qu'il y a un potentiel à les réengager derrière comme ça. Mais surtout qu'elle et il y a totalement le contexte pour le faire, quoi. Surtout que justement on dirait que c'est le personnage, il a une histoire qui va se finir en comic book ou en série télé. La façon dont Kura part à la fin du film, entre guillemets, on pourrait clairement se dire c'est parce qu'en fait on va la retrouver plus tard. Ouais, mais ça ne m'enchante guère. Bref, joli costume aussi, cela dit. Qui c'est qu'on n'a pas fait encore? Ouais, voilà, j'allais dire Woody Harrelson et Antoine Beckett. Moi, j'ai une fibre particulière pour Woody, tu vois. Je trouve qu'il a une façon de jouer qui change pas beaucoup. On aurait pu avoir Christian Bale et ça fait quand même. Oui, putain. On l'aura pour un meilleur spin-off, c'est bon. C'est pas. On a déjà eu Matt Mikkelsen de gâché. C'est pas le meilleur Woody Harrelson que vous trouverez dans le commerce, clairement, parce qu'il a fait des choses assez stylées. Mais je trouve que cet acteur a toujours tu vois, qu'il apporte un truc et tout, il a une façon de s'exprimer bien particulière. Ouais, c'est vrai qu'en restant naturel, il a toujours un charisme assez fou. Et je trouve que le rôle de mentor de Han Solo, pour le coup, lui colle bien. Et en plus,
lui-même est un Han Solo dans l'âme. Donc c'est un peu, même si son personnage est pas super original, et je trouve que des fois il est un peu raté dans sa fonction. Je trouve qu'il est interprété, mais il est interprété par un Woody Harrelson qui Woody Harrelsonise, et tout de suite, tu vois, moi le personnage, pour moi il existait, tu vois, il a pris vie et tout, donc j'y ai à fond cru. Mais il a aucune surprise en fait. Il y a pas de surprise par contre. Il aurait pu avoir de la nuance, tu vois. Et je trouve qu'il a de la nuance en n'en ayant pas, tu vois. C'est un genre de personnage qui est un peu trop mais il est un peu trop absolutiste et tout. Mais moi je trouve que c'est un peu stylé, quoi. Sa meuf, il s'en bat les couilles, il fait une blague après. Enfin, c'est vraiment genre, j'ai trouvé que le parce que n'existait pas, quoi. Tu vois, mais à un moment, tu vois, il dit un truc, c'est quand il parle avec Han Solo, et que Han Solo il dit ouais, c'est un peu solitaire comme vie et tout, il fait et il dit ouais, mais au moins je suis jamais déçu des gens, tu vois. Et je trouve que ça se trouve, même, tu vois, ça se trouve, il vit une histoire d'amour, tu vois, en étant comme ça, tu vois. C'est un mec. Je sais pas, moi j'ai vachement cru à sa façon d'être et tout, tu vois. Il explique qu'il a un mode de vie, tu vois. Même il dit à Han Solo à un moment, bah si tu commences ce mode de vie, mec, tu t'arrêteras jamais, quoi. Donc peut-être, enfin pour moi, c'est un solitaire, mais qui essaie d'avoir une vie normale et tout. Tu vois, il tire sur la corde sur plein de trucs, mais ils ont jamais tiré la corde sur ça, sur le fait que pour lui c'était trop tard, mais que Han Solo il pouvait encore être un gentil, parce que Han Solo veut absolument dans le film être un criminel, quoi. C'est son but dans la vie. Et quand il le dit à Kira, c'est assez touchant, tu vois, de le voir et de dire non mais je suis un criminel, vas-y c'est bon, respecte-moi, j'ai une street cred. Et elle lui fait mais gros, t'es un gentil, tu vois, genre. Mais du coup c'est pour ça parce que justement, et j'aurais bien aimé qu'il y ait un rapport père-fils un peu plus poussé, tu vois. Bah oui, mais je trouve qu'il l'est vachement, parce que justement Han Solo c'est un gentil qui essaie d'être un criminel parce qu'il a ce modèle de mec qui est jusqu'au boutiste criminel. Et justement, tu vois, sa fin, le fait qu'il se fasse tuer par Han Solo et que tu vois ils finissent tous les deux et qu'ils lui disent ouais bah t'as bien fait de me buter parce qu'en fait c'est moi qui t'aurais buté et que c'était pas la chose à faire, tu encore vois. Un forcing toi, sur même lui, il dit ouais, mais tu vois, je trouve que oui, c'est le I shot first, mais en même temps, je trouve que ça a vachement de sens dans le sens où, enfin, c'est quoi, Jonas Beckett, Tobias Beckett, pardon, qui lui dit ouais bah, tu vois, c'est le seul moyen de m'arrêter en fait. Fallait me buter, mais moi je voulais pas te tuer, mais je l'aurais quand même fait parce que c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Après, le personnage est débile, mais je trouve que Woody Harrelson, il a une genre de sensibilité qui fait que quand il interprète un personnage, bah, tu vois, il paraît moins débile que si ça avait été un autre acteur, je crois. Je vois totalement ce que tu veux dire. Donc, en tout cas, il est plus impliqué dans son personnage clairement que l'était par exemple Mads Mikkelsen dans Rogue One. Ah ouais, bah, carrément. Après, j'aimais bien Mads Mikkelsen aussi, mais c'est deux personnages avec des fonctions différentes, mais ils ont pas le même temps d'écran aussi. Ouais, aussi. Mais puisqu'on parlait de Tobias Beckett, parlons un petit peu de sa bande, à savoir Fandy Newton qui incarne Val et pas du tout Sana Solo comme les rumeurs pouvaient laisser penser. Et on a Rio Durant qui est incarné par l'ami de Jon Favreau. Alors sans doute pas en motion capture, mais en tout cas la voix. Voilà. Du coup, petite bande du début que ma foi j'ai trouvé hyper efficace, et notamment le personnage de... En fait, c'est con, mais il y a tellement pas d'aliens dans les nouveaux films Star Wars que voir un petit singe avec 4 bras qui se déguise en Stormtrooper et qui dit oh mais je suis un Stormtrooper. Ouais, c'est l'une des meilleures. C'est qui pilote un vaisseau, mais genre il a pas de copilote en fait. Des fois il était sur un des sièges, j'ai pas trop compris. Des fois il était sur l'autre, du coup et il arrive à tirer sur les gars qui abordent le vaisseau. C'est vrai qu'il bougeait sur le cockpit. Je trouvais qu'il y avait puis son écriture, il était un peu délire et tout. Tu vois. Je trouve ça en fait vraiment dommage que cette team soit sacrifiée au début, parce que pour moi, le film se serait focus sur l'histoire de cette team, ça aurait été 10 fois plus intéressant. Ouais, je pense. Ouais, après, en plus, les interactions que j'ai, tu vois, genre dès le début du film, avant qu'on les voit mourir, je me suis dit, ouah, je les vois bien interagir avec Lando, ce serait stylé et tout. Enfin, je voyais assez des interactions, tu vois. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ça soit ça, parce que pour moi, ils avaient un pilote, une nana qui avait l'air d'avoir un gros gun, le chef, Han et Chewie qui débarquaient, et ils recrutaient Lando parce qu'il avait le vaisseau. Et Emilia Clarke pour les besoins du film. Voilà, c'est ça. Et je pensais vraiment que la team allait être au complet, et j'ai pas du tout capté qu'en fait, ce serait deux teams différentes, équipe A et équipe B, quoi. Et en l'occurrence, j'ai trouvé que l'équipe A, malgré l'absence de Lando, était super cool. C'est-à-dire que le moment où je commençais à me faire chier dans le film, ils font apparaître ce train et ils commencent à parler tactique et tout machin, tu vois les persos, leurs costumes, petit feeling Heist movie. Oui, voilà, non mais ça passe bien, l'attaque du train, quoi. On est typiquement dans le western, surtout sur cette espèce de pont entre deux montagnes et tout, mais ça marchait, quoi. Et ça s'essouffle aussitôt. Pour moi, dans le film, c'est le moment où ça marque la fin du... Toute la première partie, c'est vraiment un enchaînement où il n'y a jamais de pause et où tout s'enchaîne trop vite, en fait. Et la scène du train, c'est le moment où ça repart, où il y a des vraies scènes derrière.
Mais du coup, j'ai même pas kiffé parce qu'il n'y a pas de temps de préparation, pas de temps de découverte de l'équipe et rien, quoi. C'est vrai, ouais. J'ai trouvé, j'ai trouvé ça. Surtout l'introduction, moi je trouve c'est vachement intéressant le fait que Han Solo, Han Solo dans l'Empire, c'est un des trucs justement les plus intéressants du personnage, le fait qu'il ait été dans l'Empire et tout. Et c'est vrai que là c'est un peu mis de côté et tout, alors que pourtant. 3 ans quand même. Ouais, mais c'est assez intéressant, même rien que les dialogues où t'as l'officier qui dit ouais, on a des nouveaux ordres et tout, et que Han Solo lui répond c'est quoi les nouveaux ordres, bah c'est faire régner la paix dans la galaxie et tout. Il ressort la même phrase qu'Anakin d'ailleurs, je crois. Ouais. C'est vraiment la paix et la prospérité pour l'Empire. Pour l'empereur. Ouais. C'est ça, et qu'après il lui dit et qu'on doit repousser les envahisseurs, et puis qu'il dit bah non, en fait c'est nous les néfastes, tu vois, et puis il fait bah en fait c'est nous qui sommes néfastes. Mais après bah c'est sûr qu'il se fait envoyer chier parce que c'est l'Empire. C'est vrai que mais je trouve que tu vois, ça donne quand même c'est le côté arrogant du personnage que je vois typiquement Han Solo, tu vas faire ça au début, être dans l'Empire et justement grandir, mûrir et dire mais allez vous faire foutre, vous êtes vraiment tous des cons en fait. Il y a vraiment un problème là-dedans parce que je trouve que c'est à l'image, ce que tu viens de dire sur le fait que c'est super intéressant, c'est que le film passe beaucoup de temps sur des trucs qui servent à rien, typiquement le début sur Corellia où on s'en fout un petit peu, pourquoi il va avoir ces persos-là, limite t'introduisais sur la course-poursuite, c'était pareil, t'avais même pas besoin de savoir, t'avais juste besoin de savoir qu'il avait volé un truc et tu commençais sur les chapeaux de roue quoi. Et je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas un montage un peu, et c'est là où je rejoins JB sur le côté film de vieux quoi. Il n'y a pas un espèce de montage où t'enchaînes les batailles, tu sais, où tu le vois vieillir un peu, grandir, tu vois l'académie quand il se fait les jeter quoi. Il se passe devant un TIE Fighter, le mec lui fait non toi tu vas aller au charbon, et tu mets un an plus tard tu mets une première bataille, parce que quitte à faire des mini-cuts et que tu vois rien, autant essayer d'en voir ça plusieurs, aussi quoi. C'est vachement intéressant le fait qu'il soit engagé comme pilote et que tu le vois directement après, en fait ils l'ont envoyé dans la boue, il est dans une bataille de merde et tout, c'est une infanterie en première ligne et tout, tu vois, ça en dit long sur l'Empire et tout, c'est dommage, ouais. C'est la garde impériale. Donc ça, tu vois, je trouve que c'est dommage en fait, il y a des trucs qui sont quand même intéressants mais qui sont vraiment survolés quoi. Et à l'inverse des trucs qu'on connaît ou auxquels on s'attend dès le début du film qui vont durer quand même assez longuement quoi. Un petit mot après j'allais dire sur Fandy Newton, mais non, mais on avait rien dit, mais elle est là, et elle fait pas grand chose quoi. Elle est belle, elle est badass et elle meurt. Bon, la team Westworld est contente. On n'a pas parlé on a un petit peu parlé d'elle. Non, je voulais conclure sur le comment dire, le coup avec L3. L3 le robot. L3 Lit. Appelez-la comme vous le voulez, Phoebe Waller-Bridge, du coup qui joue ce côté robot détraqué à la K2SO mais avec des revendications cette fois. J'ai trouvé que ça marchait pas du tout. Moi j'ai trouvé ça stylé, un robot avec un libre arbitre et tout, parce que c'est un peu le propos de Star Wars quoi, et c'est un peu mettre devant le nez de tout le monde ce qu'on essaye de leur dire, ce que justement la rébellion essaie de leur dire, tu vois, genre réveillez-vous, tu vois, et c'est un droïde alors que tout le monde s'en fout. Je trouve qu'il dit un peu à tout le monde mais réveillez-vous. J'ai trouvé touchant le sacrifice, son sacrifice et la relation avec Lando, dans un côté bizarre Star Wars que j'aime bien. Mais sinon, en fait, quand elle apparaît et qu'elle est direct en mode droit des robots, machin et tout, je dis en fait, c'est le ça c'est pareil. C'est le perso qui va crier à chaque scène, tu sais, ça va me saouler quoi. Une scène que j'ai trouvé vachement intéressante, c'est quand elle est vachement franche avec Kira et qu'elle lui dit j'ai entendu le battement du cœur de Han Solo, je sais qu'il est amoureux. Et après, elle dit genre Lando, il est amoureux de moi aussi. Et tu vois, tu le sens. Tu rigoles un peu, mais au final, je trouve que la scène où elle meurt, justement, en fait, t'as un peu cette impression que Lando, finalement. Mais elle est trop bien, soi-disant, Lando est pansexuel, donc concrètement. Mais ça, c'était l'évidence même, mais effectivement, comme dirait Donald Glover, can you not be pansexual in space, quoi. Mais effectivement, moi j'ai trouvé c'était pas mal, mais j'ai un peu l'impression que le film compense le temps d'écran d'Elfree par son bruit quoi. Voilà, c'est ça, c'est un gimmick quoi. Au final elle crie 3 mots, rébellion, liberté, on se révolte et tout. Alors j'ai compris qu'elle était détraquée, mais c'est pareil, ils avaient fait tout un truc comme quoi elle s'est réparée elle-même parce qu'elle a sa propre donc je m'attendais vraiment à ce qu'à un moment elle s'hybride avec un truc, alors en l'occurrence c'est le Faucon Millennium, mais je veux dire elle le choisit pas quoi. Et je m'attendais vraiment, quand on voit ces espèces de paraboles laser typiques de Hot là dans la mine, je me suis dit ok, en fait sans tomber dans un délire Transformers, à un moment elle va se connecter, prendre le contrôle de plein de trucs et se sacrifier comme ça, et au final son sacrifice c'est celui de K2SO, et je trouve qu'il y a beaucoup
de ressemblance dans cette équipe avec le robot par rapport à celle de Rogue One, tu vois, qui joue un peu sur les mêmes tons, dans une même séquence où ils sont dans un centre de contrôle circulaire où ils arrêtent les mecs un à un avec leur tir de blaster. Ça c'est emmerdant quand même. Ça c'est emmerdant qu'il n'y ait pas chez Lucasfilm quelqu'un qui dit ah non mais désolé en fait la Story Group là c'est veto en fait cette scène on l'a dans les 3 derniers Star Wars, faut peut-être trouver autre chose. Alors, j'exagère mais Han et Chewie en menottes dans un ascenseur. oui c'est un petit peu lourdin. C'est très vieux ça. Mais... Après le film il est ponctué en fait de genre de foreshadowing de ce qui va se passer après, tu vois, genre quand il a été formé à déjà tout vu. Ouais, ça il a été formé à ce qu'il va faire plus tard en ayant vécu des pseudo-scènes, tu vois, c'est pareil quand il fait semblant d'avoir un détonateur thermique, t'as plein de trucs comme ça qui reviennent, t'es là faut pas quand par exemple Beckett il prend le costume de chasseur de primes, tu vois, pour se déguiser, enfin tu vois, il y a plein de gimmicks comme ça qui sont un peu lourds je trouve et qui participent pas forcément à la bonne, enfin au fait que le film soit fluide et tout, parce que je trouve qu'il y a quand même des trucs intéressants à picorer ici et là mais pas développés quoi. Mais tu vois même la droïde c'est aussi du forcing encore une fois, parce que quand tu la vois et qu'elle est introduite elle balance ouais ils servent pas notre espèce ici comme dans l'épisode 4 et t'es là genre non mais c'est bon les gars, enfin fatigant. J'ai trouvé que les gens, mais j'avais le même réflexe en sortant de Rogue One, hein. Tout le monde disait le fanservice est bien généré. Non. Si c'était pour avoir C3PO et R2D2 dans un coin, c'est du fanservice. Je suis désolé les gars, mais The Force Awakens fait bien mieux. Hein. Enfin, moi je trouve ça plus poli entre guillemets de reprendre la structure d'un Star Wars plutôt que de remettre littéralement les persos dans un coin à un endroit où techniquement ils sont même pas censés être à ce moment-là. Mais bref, passons. Sur ce sujet, on avait la discussion tout à l'heure avant ce podcast où vous trouviez que on se demandait si c'était forcé ou si c'est parce qu'on connaît trop Star Wars pour tout voir du coup. Pour moi c'est forcé, franchement pour moi c'est forcé, il y a beaucoup trop de trucs pour que Arnaud ça qui était avec nous et qui est pas du tout un méga fan de Star Wars, il a trouvé que le film en faisait des tonnes, donc je pense que moi aussi je suis loin d'avoir capté toutes les références, tu vois, mais je les vois quand elles sont forcées quand même hein. De toute façon, quand tu vois, si maintenant on va dire une personne qui est effectivement pas fan de Star Wars, elle va lire au hasard, lire les sous-titres et qu'elle voit genre des noms propres qui sont droppés à la suite comme ça, il y en a 4 ou 5 d'un coup, là il va se dire ah ouais donc tout ça doit être. Il y a une réplique quand même de Beckett où il lui dit c'est comme la cerise sur le gâteau, non c'est comme la charrue avant les bœufs. Non mais exprime-toi clairement quoi. Et du coup j'étais là genre non les gars là aussi vous frôlez avec la blague Marvel Studios méta parce que c'est exactement ce qu'est en train de penser le spectateur, mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Et autant dans Star Wars il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu le Mambo Jumbo, tu vois, genre d'un coup les mecs ils te sortent la navette Corelli à double rayon, qu'est-ce que c'est, tu vois, genre enfin tu te disais ça quand t'étais gosse, mais t'en avais pas 100 à la minute non plus des refs, tu vois. Là, et en plus tu sais qu'aujourd'hui c'est des refs, alors qu'à l'époque c'était juste le mec qui name drop un truc parce que c'était dans la tête de Lucas ou même parce qu'il trouvait que ça ancrait les persos dans un contexte. Sauf que là bah en fait tu vas aller sur Wikipédia et consulter les différents trucs, mais on reviendra sur les easter eggs tout à l'heure. Finissons avec le casting et Paul Bettany qui remplace Michael K. Williams qui joue un alien au départ, donc le Big Boss était un alien. Michael K. Williams c'est Omar dans The Wire. Et conflit de calendrier par rapport au reshoot, il n'a pas pu revenir, donc Howard a amené son pote de Paul Bettany, et Paul Bettany étant il est assez bon acteur, mais je trouve que là aussi il est totalement à l'image froide et classiciste de Ron Howard et Paul Bettany, quoi. Putain, on se fait chier la bite. Il a des vergetures sur le visage en plus, c'est chelou. Ouais, j'ai pas compris. Ils ont essayé de montrer que c'est pas un humain, je crois. Tu crois que c'est Dormammu ou Thanos du coup ? Ou non, moi je pense que c'était plutôt une façon de faire. C'est plutôt des cicatrices, comme si c'était un vétéran et qu'il est à la tête de son cartel depuis un bail, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais en fait, le truc, c'est que vu que la photo était dégueu, je voyais pas bien les motifs. C'est super symétrique. Quand il meurt, ses yeux changent de couleur et sa peau devient blanche, donc c'est pas tellement. C'est plus une sorte de vampire. Lol, je suis sûr qu'il y a des mecs. 6 bières vendredi. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cet ami de Raiden Vos ? Pour moi, c'était Vision. Enfin, c'était Paul Bettany qui jouait Vision, quoi, clairement. Enfin, il était dur là quand même. Non, il était monolithique, il était robotique. Il essayait de faire un peu un côté. Il est introduit de manière un peu brutale, dans le sens c'est un gros psychopathe qui est lunatique, qui visiblement vient de buter un type, et l'instant d'après il est charmant.
Donc au début, je me suis dit ah ouais, c'est sympa et tout, il y a un petit côté un peu psychopathe. Et au final, après, non, c'est juste un psychopathe. Mais nul, moi, quoi. je suis assez d'accord avec Raph. J'ai vachement vu le Vision qu'on a vu il y a quelques semaines et quand il est pas maquillé, quoi. C'est ça. Et je sais pas, ils auraient pu le transformer un peu plus parce que je trouve que en plus son jeu, je te dis en souriant que la prochaine fois que tu me déçois, je te bute. Ça marche pas avec Paul Bettany. Pour moi, Paul Bettany, c'est cette espèce de gentleman assez noble, alors que bon, ils avaient pris Omar dans The Wire, tu vois. Il y avait une street cred, quoi. Tu comprends d'ailleurs pourquoi ça marche pas, quoi, parce que le personnage est écrit pour un autre acteur, quoi. Moi je le trouvais juste froid, enfin il servait à rien ce personnage, c'est un personnage prétexte aussi. Et ouais, Paul Bettany, sans être. J'ai pas trouvé que c'était Vision, mais j'ai pas trouvé transcendant, quoi. Par contre, ça me fait penser que mon personnage préféré dans le film, c'est cette espèce de Krang qui chante dans son bocal. Mais cette chanson d'ailleurs, c'est le meilleur truc. Et c'est là que tu te rends compte que dans The Force Awakens, là. Dans Solo, t'as à chaque fois une petite scène musicale, pareil sur Canto Bight, l'intro dans The Last Jedi, t'as la petite scène musicale qui passe. Mais c'était la bonne scène jazzy, jazz club comme avec espèce de Janelle Monáe avec un respirateur. La pauvre. Donc on n'est pas convaincu par ce vilain. Non, bah non. Là aussi, très prétexte. Oui, c'est un vilain tampon, quoi, qui est là entre. Qui est là pour faire progresser un sous-vilain en nouveau vilain, qui est en dessous d'un autre vilain et qui est là pour menacer un mec qui au final travaille avec lui. Enfin, tu vois, ça me. Et qui est très classique dans l'écriture, quoi. Enfin, c'est un vilain James Bond, un mauvais vilain James Bond, quoi. Bah même pas, parce que vilain James Bond, tu vois, il y a quand même de la recherche. Il y en a eu des mauvais. C'est un vilain de film de mafia un peu merdique, hein. Le mec qui joue, mais le mec qui est super menaçant et qui joue le pote, tu vois, c'est un archétype de personnage qu'on a vu plein de fois. Mais là aussi, il y a un feeling super généraliste, très commun, très. Tu vois, t'es là, le mec, il a au milieu de types comme Lando qui débarque littéralement au moment du film avec une cape blanche et une chemise hawaïenne, t'as un type en noir avec des couteaux rouges, quoi. T'es là, mais gros, est-ce que je suis en train de regarder Guardian of the Galaxy ou fucking Star Wars? Parce que vraiment, il y a des moments où il y a des trucs qui sont recherchés et puis t'as des trucs qui ont été un peu rafistolés en disant ouais, foutez-lui des couteaux rouges, ça marchera, tu vois. Ils avaient pas le budget pour refaire un alien, donc c'est pas un alien. Mais ça aurait été peut-être déjà un peu plus intéressant de voir aussi ce côté-là. C'est vrai que traditionnellement dans Star Wars, des aliens ils sont dans le côté du mauvais côté de la loi. C'est très spéciste tout ça, mais bref, j'aurais plutôt kiffé voir ça. Et c'est l'un des, du coup peut-être même le seul entre guillemets. C'est la seule correction visible en fait du film, parce que voilà, on a su très vite que le personnage de Michael K. Williams c'était de la mocap et qu'au final ils ont ignoré ça, ils ont abandonné ça pour des raisons de budget. Et, du coup, ça donne un côté aussi un peu moins funky quoi aux scènes, quoi. Ouais, surtout que souvent, tu vois, avec les Hutt et tout, un Jabba, tu vois, les mecs, les chefs de syndicat du crime dans Star Wars, ils ont tout le temps une dégaine et tout. C'est l'occasion de faire un alien bien mastoc et tout, bien dégueulasse, tu vois, genre qui est juste impressionnant par sa présence. Et là, du coup, d'avoir comment ça, il y avait zéro et tout, enfin je trouve que il y avait toujours une film. Tu vois par exemple Lady Proxima au début, hein, cette espèce de photo bleue où on voit pas grand chose, c'était quand même déjà impressionnant d'avoir ce genre de design qui était nouveau, quoi. Moi j'ai bien kiffé ce délire là, quoi. Mais globalement Corellia, j'ai trouvé que c'était l'un des plus beaux mondes qu'on ait vu enfin ce côté chantier naval, côté fan de Warhammer qui parle, mais ça ressemble à une cité russe effectivement, mais tu vois, on a rarement vu une ville dans Star Wars à part Coruscant qui est pas, tu sais, qui est genre massif, quoi. Et là ça donne un côté truc ruche industriel un peu ou bas-fond un peu dégueulasse, tu vois, parce que même les entre guillemets bas-fonds de Coruscant c'est pas si bas-fond que ça, quoi. Et enfin dans les films je veux dire, bien sûr que dans l'univers étendu t'as des trucs un peu plus crado avec une emprise bien viscéraire de l'Empire et tout là. Tu vois les Star Destroyers dans le ciel, t'es sur un quai, c'est très clairement filmé sur un port parce que tu vois des éléments qui sont des éléments de décor qui sont ensuite étendus dans CGI. Surtout en gros on t'a fait un décor qui te permet de faire une course de voiture que tu pouvais difficilement faire dans d'autres Star Wars. Mais même là-dessus, filmé malheureusement. Mais voilà, c'est ça, j'allais dire, même là-dessus, ils insistent pas tellement et t'as un peu l'impression de voir le Star Trek de J.J. Abrams, mais c'est sorti il y a 10 ans bientôt. Mec, le début dans la ruelle où ils sont en gris et qu'il y a la moto. Pour moi, c'est Kirk quand il échappe aux flics. Oui, mais Star Trek de JJ, c'est mieux que ça. Ah bah, je sais pas. En tout cas, en termes de visuel, tu pouvais un petit peu. J'aurais eu envie de me perdre dans ces décors-là ou de passer plus de temps avec tous ces aliens. Et au final, tu vois, même dans le Commando, t'as Ryo. Un petit sabotage encore.
Un petit ça aurait sabotage. changé les choses. Le ça. trailer, rappelle-toi que le trailer salaud et sabotage, ça marche quand même vachement mieux. Puisqu'on a un petit peu fait, à peu près fait le tour du casting. Il y a la chasseuse pirate du ciel / ennemi. Ah oui, on n'a pas parlé d'Enfis Ness qui avait fait beaucoup parler de lui ou d'elle. C'est là parce que en fait c'était qu'en anglais tous les pronoms étaient du coup invisibilisés, donc on savait pas si c'était un personnage féminin ou un personnage masculin. Beaucoup de gens se sont dit c'est peut-être juste un perso non binaire, ou peut-être que les persos, vu qu'il a un masque, les scénaristes ne le savent pas, ou c'est un alien, ou il y aura une surprise et ce sera tel ou tel perso. En l'occurrence, à un moment, ils disent il par contre. Mais ils disent il dans le film. Au bout d'un moment, quand il arrive, en fait, la première fois, elle lui dit il arrive. Quand elle est sur le train, c'est ça, quand elle est sur les rails. Donc déjà là, ça a un petit peu tué le suspense. Et au final, c'est bien elle. Et il y a une surprise. C'est à l'image du film, c'est-à-dire que t'as une surprise de non-surprise. C'est-à-dire je révèle mon masque et je ne suis personne et elle ne connaît pas. Et alors bon, si ça avait été Boba Fett ou qui sait, j'aurais juste aussi pété les plombs. Mais je veux dire, il y a un moment où tu te dis mais genre pourquoi faire tout un suspense et limite pas laisser entendre que quelque part c'est une femme sans montrer son visage ou je sais pas quoi. Faire un twist sur un groupe de rebelles et nous dire regardez en fait. Enfin c'est très maladroit pour faire un truc qui aurait pu être intéressant mais qu'on a déjà fait dans Star Wars, c'est déjà vu et revu mais. Tu vois, mais surtout que son gang, c'est le Cloud Rider Gang, qui était un des premiers trucs de l'ancien univers étendu, puisque c'est arrivé dans le comic Star Wars qui est sorti en même temps que le premier film, donc ça qui a 40 ans ou 39. Et il me semble que c'était des vrais brigands, tu vois. Et là, le fait qu'en fait c'est des brigands, mais ils veulent ça parce que c'est des rebelles. Et d'ailleurs, ils ont Two Tubes, qui est l'un des membres du groupe de Saw Gerrera. J'ai trouvé ça cool en fait que tu revois ce perso-là, mais tu te dis en fait. Vous n'arrivez pas à ne pas mentionner la rébellion, parce que la rébellion c'est ensuite l'idéal Jedi et en plus j'ai trouvé que le twist était mal fait parce que non seulement c'est un twist moyen, mais en plus il gère mal avant le fait de laisser le doute sur le fait qu'il soit gentil ou méchant, tu vois, parce que tu pourrais interpréter qu'il soit méchant alors qu'ils font des actions neutres, tu vois, genre ils s'attaquent à techniquement des criminels pour récupérer quelque chose dont ils ont besoin. Mais dans leur comportement, ils ont un comportement de fils de pute dans la façon d'être entre eux déjà, tu vois. Bah ouais. Et ils ont aucune attache les uns aux autres. Non mais c'est tellement artificiel le plan où tu les vois regarder le faucon qui décolle et tout. T'as l'impression. Là franchement j'avais des rappels, des flashbacks prélogiques, tu sais, où t'as les deux persos qui regardent le vaisseau qui s'envole et tu regardes, c'est la liaison, il le suit. À un moment ils vont le retrouver. Alors déjà suspense complètement niqué, même si. Petite lumière rouge qui bip. Voilà, tu savais dans la bande annonce. T'as le plan où on te montre le tracker. Il te dit on a mis un tracker. Plan d'après on te montre le tracker genre. Oui, il avec est bien la là, petite lumière rouge comme si c'était derrière dans une camionnette du FBI dans la rue, tu vois. Et ouais, mais ça à la rigueur on l'a eu dans d'autres Star Wars, mais c'est juste que il y a ce potentiel de cette bande avec un design complètement le design il est ouf par contre quoi. Complètement ouf. Et d'ailleurs dedans on retrouve l'un des personnages de Warwick Davis, Weasel, qui est le personnage qu'il incarne dans la menace fantôme et dont la backstory est d'être un marchand d'armes. Faut le savoir parce que le mec encourage Annie. Course de pod racer oui, dans le 1. Voilà, et donc du coup c'est le même personnage. Mais voilà, c'est la suite de ses aventures. Il est passé des Hutt à la rébellion. Mais non, mais même là-dedans il y a un message assez cool, tu vois, qui prolonge un peu Rogue One. Voilà, les rebelles c'est pas que des soldats, mais ça arrive comme ça un cheveu sur la soupe. Je trouve c'est bien, tu vois, de prendre une actrice qu'on connaît pas, mais du coup. Elle a pas de. Elle sert à rien quoi, c'est dommage quoi. Du coup, ça fait que le personnage, t'as peu d'empathie pour lui. D'ailleurs, je la connais pas, tu vois, mais bon, après, on peut révéler des talents quoi, mais du coup, ils écrivent pas vraiment le personnage, donc je trouve que c'est un peu la gêne pour elle quoi. Et comment ça. On le fait, t'as un personnage trop stylé, t'es une méchante. Ouais, c'est Captain Phasma all over again quoi. Ouais. On te fait une méchante. Moi, finalement pas une méchante, cool, mais qui a pas de charisme. C'est même pas un truc où tu te dis. Pourtant, tu vois, le message, bon, ça aurait été peut-être forcing si t'as vu Rebels quoi, mais ça aurait pu être intéressant encore de voir la formation en disant nous on se prépare à la rébellion qui va arriver et tout, tu vois. Mais c'est tellement mal géré. Puis même le discours de la criminalité, ils ont tué plein de gens, nous on a une plus grande cause et tout, t'es là. En fait, je sais pas. Je l'ai vu mieux écrit ailleurs, dans un autre média, Star Wars. Je l'ai vu mieux écrit ailleurs, puis surtout, j'ai l'impression que entre les répétitions visuelles et les répétitions thématiques, je dirais à un moment, t'as envie aussi de voir un petit peu autre chose. Et quand t'es déjà dans un film sur les origines de Han Solo, ça fait beaucoup de trucs que tu connais, quoi. Spin-off Tatooine. Spin-off Tatooine incoming. Tenez-vous à vos sièges. Il y aura trop de monde sur Tatooine par contre dans ce c'est clair, tout le monde se donne rendez-vous sur Tatooine par contre. Il y a plein de coups qui s'organisent sur Tatooine.
Bref, on passe aux petits easter eggs, aux petites références. On va commencer par la plus grosse parce que Dark Maul. Park. Dark Maul. Donc c'est vraiment Ray Park d'ailleurs qui cette interprète histoire physiquement Ray Park, et il est doublé Dark Maul par Sam Witwer, qui est le doubleur de Dark Maul dans Clone Wars Rebels, quoi. Et qu'est-ce qu'il fout là ? C'est la bonne question qu'on se pose, que c'est lui effectivement le méchant derrière tout ce plan machiavélique, puisque oui, à la fin il recrute Kira, et visiblement Paul Bettany travaille pour lui. Mais cette scène forcing en plus où qui a pas de sens, parce que dans le sens, enfin, les gens qui ne se sont pas intéressés à l'univers étendu pensent que le personnage est mort depuis l'épisode 1, et ça aurait pu en rester là. Après, nous, on a regardé les séries animées, on a lu des comics, donc on sait que c'est faux. Et du coup, je sais pas pourquoi le remettre ici. Non, mais en plus, c'est pas du tout. Et c'est forcing, c'est pas juste. Moi, je vous le répète, j'ai vraiment l'impression de voir un backdoor pilote d'une série télé, quand tu me dis où tu auras deux factions, une sorte de rebelle versus Emilia Clarke et Ray Park qui pourrait. Mais on sait que la série télé se passe après le retour du Jedi, donc ça paraît un peu bizarre. Mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle annonce. C'est ce qu'on disait aussi, Enfisness, on peut l'avoir dans Résistance, quoi. Même Kira, tu vois, c'est un personnage que Emilia Clarke a pourrait doubler, parce que on sait déjà que des séries et que puis par exemple il va y avoir du coup Gwendoline Christie qui sera dans Résistance, et aussi Oscar Isaac, donc tu vois, ils peuvent aussi mettre un gros casting sur. Donc bref, parce que c'est un personnage assez jeune quand même. Son personnage est assez jeune, c'est Enfisness. Ouais. J'ai un peu Enfys Nest. Et du coup, ça donne quand même cette idée qu'elle va être utilisée dans ses plus vieux âges, quoi. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, je sais pas, je trouve ça pété en fait, parce que je pense que tout ce côté connexion au reste du tissu Star Wars, et alors il y a énormément de références à l'ancien univers étendu, et je vous fais encore patienter un peu, mais on y reviendra. Mais tout le côté sur l'univers canon actuel. Là, j'ai l'impression que c'est super forcé, c'est de se dire personne veut de ce film, faut qu'on fasse un petit peu des connexions pour le légitimer. C'est toujours dans Star Wars. C'est super perturbant pour quelqu'un qui connaît pas les comics. Mais c'est d'autant plus perturbant que de voir Dark Maul comme ça. Quoi. Surtout que Dark Maul est mort dans Rebels il y a quand même il y a plus d'un an et demi bientôt, et du coup, je sais que même les gens qui regardent pas Rebels savent qu'ils l'ont fait revenir dans Rebels pour le tuer, et que c'est arrivé dans Rebels, et que quand j'explique ça aux gens qui l'ont entendu, ils me disent putain c'est chaud, déjà je savais pas qu'il était revenu, puis surtout du coup le tuer dans Rebels alors que j'aurais voulu le voir dans un film machin. Moi j'étais à côté d'Arnaud au ciné, et c'est le truc qu'il m'a dit, mais il est mort, ou sinon il y a un problème de timeline, tu vois, il ne comprenait pas pourquoi il y avait Dark Maul. Parce que effectivement pour les gens qui n'ont vu que les films, après je pense que là ils testent, tu vois, la fidélité de l'audience, la capacité à se placer sur une timeline. Très clairement sur Star Wars ça peut pas marcher, c'est trop gros en fait, et les gens sont pas là depuis le début, au sens comme Marvel Studios où t'as bâti vraiment du point A au point Z, et il y a eu quelques rappels, quelques flashbacks, mais c'est globalement assez Marvel facile Studios, à suivre. ça fait sur 10 ans, voilà, c'est ça. Un film après l'autre, Star Wars ça en fait 40. Mais c'est ça, puis avec des trucs qui sont plus ou moins canon, parce que là quand même la référence de Dark Maul, donc Dark Maul qui est coupé avec le sabre qu'il a dans Rebels, on est avant la saison 3 de Rebels, donc on est du coup c'est son sabre de Rebels. C'est son sabre de Rebels avec la garde, et du coup on est 2 ans avant Un Nouvel Espoir en gros, et du coup qui mentionne Dathomir. Et du coup, la référence à Dathomir, c'est le comic book Son of Dathomir, que vous pouvez trouver chez Delcourt ou chez Dark Horse en VO, qui est le seul truc canon de Dark Horse, parce que c'était sorti au moment du rachat, et qui raconte comment Dark Maul récupère en gros un empire criminel, quoi. En combattant avec des Mandaloriens, des types, c'est hyper complexe. C'est des morceaux de trucs Clone Wars avortés, mélangés avec des idées, brassés dans un comics, histoire de dire faut que ça sorte, c'est des scénarios qui existent, mais c'est pas le même médium, ça part dans tous les sens, c'est complètement con. Et là ils te font une référence dans un film, parce que quelque part Son of Dathomir c'est canon, mais je veux dire tout le monde s'en branle, et la façon dont ils ont tué et même introduit à la base Maul dans Rebels fait que il avait plus rien à voir avec la criminalité, tu vois. Il est un mentor, et c'était une sorte de ermite. C'était un ermite, voilà, c'était un ermite qui vivait sur Malachor en mode tout seul à la recherche d'un apprenti. Il était fou le mec. Et là tu le vois en mode encore. Technologie, c'est chelou du coup. Et du coup là c'est super chelou. Non, mais très clairement. Après on l'a pas vu dans les 3 premières saisons de Rebels. Ici il apparaît à la fin de la saison 2. Saison 2 à la fin, il y a le combat avec Ahsoka et tout. Dans le micro. Oui, il faut parler dans le micro. Pardon, il apparaît à la fin de la saison 2 parce que justement il emmène Ezra
assister ça. au combat entre Mais Ahsoka du coup, et ça Vador. paraît super bizarre de ramener cette espèce de storyline là, soit pour la. Enfin, du coup, elle est pas très intéressante, donc il y a aucun intérêt d'emmener les gens vers une histoire qui est cool. Alors peut-être la volonté c'est de la réécrire comme tu disais sur ce côté, on va écrire une autre histoire à partir de ce qu'il y a dans Solo. J'ai aucune envie de voir ça. Parce que déjà c'était de la merde. C'était de la merde en scénario de Clone Wars, c'est devenu de la merde en comics et ça sera de la merde en film ou en série télé. Enfin, je veux dire, à un moment, les gens comprennent déjà même pas que Dark Maul il est pas mort. Donc c'est totalement confus, quoi. J'ai kiffé le fait qu'ils aient même pas le budget de montrer ses jambes mécaniques et qu'ils aient fait juste le bruit. Et qu'il est assis sur une espèce de. On voit ces jambes mécaniques. On les voit. On les voit de profil, quand il est de profil, on voit ces jambes C'est mécaniques. le premier plan, parce que justement. quand tu le vois d'abord apparaître, d'accord, ok. quand tu le vois d'abord apparaître, il est assis de profil et effectivement t'as une espèce de cyborg machin et donc je me suis dit Dark Vador avec les jambes machin et tout et non. Après c'est peut-être juste une référence en mode à ce moment-là il est là, ça fait que ça fera kiffer les gens et ça s'arrête C'est là. plus comme ça, ouais. Mais Je le vois plus comme ça, moi. mais du coup c'est à quel point? Tu vois, parce qu'ils ont toujours dit, on se méfie un accroché petit au peu canon, du tu mauvais vois, Marvel mais- Studios, nous on n'est pas comme ça, voilà, la chronologie, Star Wars ça a toujours été un peu compliqué, ils le savent. Je veux dire, enfin, essayer comme ça d'introduire un truc où tu sais que la moitié des gens vont faire what? Parce que dans la salle, on n'était pas beaucoup déjà, Ouais. mais les gens ils ont rien bité, tout le monde a parlé d'un coup en mode qu'est-ce qu'il fout là, on est où? Enfin, ça te nique le film, ça te sort complètement du film en plus, enfin, même moi qui connais l'histoire. Ça sert à rien en plus. Et putain. ça sert à rien, c'est totalement artificiel. Ah ouais, Dark À la Maul. limite tu le balances en scène post-gen si vraiment tu voulais. Non mais pitié, puis, pas cette poche Vous savez que je suis fan. ferme-la. Vous savez, si vous connaissez, que je suis un grand fan Ça se de trouve, il y en avait Ray un, on Park, sait tu pas. vois. Mais Ray Park aussi, bah, c'est un acteur craqué, tu vois. C'est pas. Non mais c'est CGI là. Non, mais oui, mais il est quand même au casting, tu vois. Oui, mais Enfin, c'est il est- parce que Ouais, c'est basé mais sur ses traits. En mais... vrai, tu vois, Ray Park, c'est même Ray Dark Park, Maul, il tu est- vois. C'est un personnage prétexte de Star Wars 1 qui avait une fanbase parce que il avait plu à beaucoup d'enfants et tout. C'était une genre de. Ouais, c'est vraiment réparti, il est De il a son méchant, nom ouais, ouais, générique il est- à la Oui, fin. mais ensuite, c'est Ray Park, ça fait longtemps qu'il a pu faire Ouais, du Terraskassi, il est un peu Non, bouffé. ils ont dû le tatouer, je pense, à mon avis. Ils ont dû refaire à l'ancienne et tout. C'est juste le côté. Parce que quand même, on le reconnaît bien, quoi. Avec sa gueule vieillie, je le connais bien. J'ai bien vu ses conférences non, mais c'est- ces dernières années. Mais c'est vrai que c'était un peu le mec saucisse de l'univers Star Wars, tu vois. Ray Park et tout, Énorme, franchement. Non, mais J'ai je vu pense jouer que- avec des balais. Non mais le fait, c'est Ray Park en CGI, parce que sinon ce serait pas Sam Witwer qui le doublerait. Non, mais je pense qu'il a. Ah, si, bah, si, classique, mec, tu vois. c'est Il a vraiment juste Ray Park, hein, dit moi, je les suis sûr. dialogues et Sam Witwer, il l'a redoublé Ah, dessus. remarque, c'est pas lui qui dit ses dialogues dans la menace fantôme, si je dis pas de bêtises. Si, c'est lui qui l'a dit. Enfin son dialogue. Ah, Ouais, bon. il y a un. Il me semble que c'est quelqu'un d'autre qui fait la voix de Dark Maul. Impossible. C'est Ouais, enfin, c'est une tradition dans Ah, Star bref, Wars. mais ça m'étonne. Non, je pense vraiment qu'il lui, l'a hein. joué et qu'il a vraiment Ok. lu, mais qu'il a été redoublé par-dessus, quoi. Ouais. Bon après c'est un hologramme, on va pas trop s'exciter. Oui, oui, sur la mais parce que potentialité du clairement, on le truc et- reconnaît quand même bien. Non son mais ce visage. forcing après Rebels, la Mais- série de oui. merde Surtout qu'il en sort comics, son sabre et c'est tout, bon. tu vois, pour finir l'hologramme. Ouais. Enfin, tu vois, c'est forcé et ça sert à rien. Et c'est un personnage qu'on on avait fermé la porte. C'est une porte qu'ils avaient réouvert en forçant déjà. Elle s'est refermée définitivement parce qu'ils s'en étaient quand même bien sortis. Finalement, le personnage quand même était intéressant et tout sur ses Ils sur ont ces quand même fait dernières années. ce duel Contre Obi-Wan. contre Obi-Wan Oui, qui est fou, d'une folie quoi. Et là, C'est- il rouvre la porte, tu vois, alors que putain, le personnage. mais rouvre il la avait porte pas, parce quoi. que t'es dans le passé, tu sais, ça fait Oui, vraiment les mais- mecs. Mais c'est à la manière de Han Solo quoi. C'est on te fait un spin-off Han Solo maintenant qu'on l'a tué, on peut faire ce qu'on veut quoi. Et- Alors qu'ils auraient mis Snoke à la place, ils lui donnaient une backstory, tu vois. Bah, Bah, franchement, arrêtez, pendant vous. 2 secondes, je me suis dit ça. Franchement, pendant 2 secondes, je me suis dit Snoke putain, qui ça va sort être Manu. Snoke, quoi. J'ai flippé. Hein. Bah après si Snoke serait arrivé Bah, ça aurait du pas monde été- du crime, ça aurait pas J'ai été trouvé ça déconnant. moins déconnant limite, tu vois. Maintenant que je sais que c'est un Ça aurait- personnage qui est bah, ça pas aurait si expliqué, intéressant que ça, tu vois. Son ascension au First Order, tu vois. Ouais. Bah, ça fait quand même beaucoup. Ouais, mais il a l'air bien vieux et bien entamé. donc- Oui, mais ça fait quand même beaucoup de blanc à combler quoi. Bref, on arrête là avec Dark Maul. Oui, Vous aviez encore des trucs à dire pour Bah, à quel point c'était à chier. Bref, non désolé là-dessus je suis salé. Genre j'ai vraiment, Non, genre sert ça à m'a rien. sorti du film. J'ai senti les gens sortir du film. Et je me suis dit pourquoi vous faites ça les gars, ça ne sert à aucun propos quoi. Ah, pour vous dire à quel point Thibaut est énervé, il a oublié de parler de Chewbacca dans la liste des personnages. Oh putain, oui. Ouais mais Parce que les prestations d'acteurs, c'est vrai que moi je le. bah Jonas Suotomo il fait le taf maintenant que c'est plus Oui. Peter Mayhew. C'est et... un travail de mimique plus que. Mais voilà, finalement. c'est ça. On a Han Solo qui parle Wookiee, ce Ouais. qui est assez marrant, et on a un Chewie qui est peut-être le plus présent dans aucun film Star Wars où il apparaît, peut-être un nouvel espoir. Première fois ever qui sous-titre le Wookiee, non? Ouais. Il sous-titre Non, Wookiee Non, il sous-titre sous-titre Han Solo qui quand parle Han Wookiee. Solo Ouais. parle Wookiee. Ouais, oui, Mais il ah sous-titre oui, pas c'était le Wookiee, Chewbacca ce quoi. que dit. Oui, mais Oui, je vois que- et d'ailleurs, pense que si, d'ailleurs la langue Wookiee, ça s'appelle pas le Wookiee. Ah ouais? Oui. Ok. Mais j'ai oublié le nom. Le cachien. non, mais c'est un truc. Je vais te retrouver. J'ai peur de te Parce dire que une de toute connerie. façon, en même temps, ça aurait été un peu gênant que Han Solo parle en Wookiee, en langue Wookiee,
à Chewbacca qui lui répond en langue Wookiee qu'on n'ait pas de sous-titres. Quoi. Moi, ça m'aurait fait délire. Qu'est-ce qu'il dit Oh bah ok, vas-y, on devient pote. C'est vrai que ça aurait pu faire une scène assez marrante, mais c'est vrai que Chewbacca, si, il y a quand même cette scène d'intro qui est un peu, tu vois, où ils font passer pour une genre de menace et tout quand Han Solo est enfermé et que finalement c'est Chewbacca, ouais. C'est le Shiriwook, la langue des... Le Shiriwook. Des Wookiees. Mais après, de toute façon, Chewbacca, il a toujours un rôle plus ou moins secondaire. Parce D'ailleurs, quand il lui dit va falloir trouver un surnom, parce que je dirais jamais ça à chaque fois, genre c'est un trop long mot, trop compliqué. Chewbacca, c'est compliqué. Ça aussi, c'est nul. Genre pour juste naturellement, il l'appelle Chewie juste après. Désolé, mais on a quoi? Naturellement, t'aurais pu l'appeler Chewie. Pourquoi le faucon? Pourquoi le blaster? Pourquoi Chewie? Pourquoi Solo? Mais rien que ça, c'est déjà on n'a pas parlé des putains de dés qu'on voit sur des 5 plans. On a déjà 5 explications de pourquoi Han Solo fait quelque chose à un moment, quoi. Et ça, c'est vraiment quand j'ai vu Beckett démonter son blaster et qu'au final ça faisait un DL44, j'étais là, oh mais arrêtez-vous, laissez-moi mourir. Mais bref, je comprends pas cette nécessité. Tu vois, déjà, je comprends pas la nécessité de faire un film Han Solo, mais ensuite de dire dans cette tranche de vie, il a tout récupéré sauf ses fringues. C'est quand même il a le holster. Moi à un moment je me suis dit oula, il va y avoir le holster. Tu dis dans cette tranche de vie, rappelons que une fois passé la scène d'intro, il va se passer 3 jours quoi, 2-3 jours. Ouais, une fois qu'ils sont passés. C'est ça que j'entends par tranche de vie, du coup c'est pas le bon terme peut-être, mais ce que je veux dire c'est un tout petit morceau de sa life, tu vois. C'est 2-3 jours. Il y a une ellipse de 3 ans et après il y a 3 jours. Bref, désolé pour la confusion d'avoir oublié Chewie, mais c'est vrai que c'est. Oui, je sais que t'es déçu, JB, mais je m'en veux, mais c'est dans le feu de l'action. Désolé si vous nous écoutez et que vous ne comprenez pas l'ordre de ce podcast, c'est normal, il n'y en a pas. C'est un podcast de contrebandier en mission, donc il y a toujours un petit peu d'improvisation, contrairement à ce que dit Tobias Beckett. Bref, j'ai noté plein de trucs, plein de références. Il y a plein de trucs que j'ai pas trouvé. Par exemple, je pense que Lady Proxima, l'espèce d'alien qu'on voit au début, est basée sur une race alien que j'ai déjà vue dans l'ancien univers étendu, mais j'ai pas retrouvé le nom. En tout cas, le nom n'existait pas. C'était la créature. Regardez, on a fait une marionnette pour ce film. C'est ça. On nous parle du Coronet, qui a toujours été l'un des vaisseaux de transport de Star Wars, et il me semble que dans Clone Wars, on les voit parce qu'ils sont construits par les Mandaloriens. Crimson Dawn, il me semble que c'est aussi un truc régulier qu'on a déjà eu. Je sais pas si ça date de il y a si longtemps, mais en tout cas ça a toujours fait partie des noms associés, le cartel des Hutt, etc. À un moment, Han parle du fait qu'il a piloté un AV-21 et c'est un speeder Star Wars qui était apparu dans le, attention, très deep cut, le Star Wars Galaxies. Vous savez ce que c'est? Ouais, le MMO Star Wars. Le MMO Star Wars, voilà. Bien sûr, j'ai tellement envie d'y jouer. La planète Mimban, elle est apparue dans le je crois que c'est le premier roman de l'univers étendu Star Wars. Donc ça s'appelle Splinter of the Mind's Eye, qui est sorti en 1978 et qui jouait un petit peu sur la mythologie Jedi. Il y a une mention des Lan Sisters, je crois, mais j'ai pas trouvé qui c'était, et de Bossk. Donc Bossk, c'est le Trandoshan qui fait partie du groupe de chasseurs de primes dans l'Empire contre-attaque. On a la planète Gli-Anselm, qui est une planète océanique qui était déjà dans l'ancien univers étendu, sachant que ProTip, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais le Story Group a déjà expliqué que toutes les planètes, enfin, qu'il faut sur les espèces et les planètes, il faut partir du principe qu'elles n'ont pas bougé en fait, puisque c'est pas techniquement une chronologie ou un personnage, donc elles sont toujours là. Et l'instrument de musique là, c'est le Valacorde, mais j'ai rien trouvé là-dessus. On nous parle des Minox, les espèces de petits aliens qui vivent dans les astéroïdes et qui essayent de manger le faucon dans l'Empire contre-attaque. Il y a des trucs genre Mercy Island, le Port Ipso, Ardenia, je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas trouvé. Savarine, c'était dans le Star Wars Adventures Journal, qui est un livre dont vous êtes le héros, du coup qui est assez vieux aussi. Mention à Scarif pour Rogue One. Il y a d'ailleurs une deuxième, il y a le personnage de Tam Posla, qui est l'espèce de, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui est à un moment derrière dans le jeu de Sabak. C'est un des personnages qui apparaissait dans Rogue One sur Jeddah, qui est dans le comics Afra en ce moment. C'est un chasseur de primes qui s'est vengé, qui a une espèce de masque. Je vois totalement. On nous parle du système Ocean, apparu dans la série de romans Lando's Adventure, qui est un vieux truc de l'univers étendu où il développait le personnage de Lando. C'est aussi le cas de la planète Charu. Donc ils ont été cherchés sur le...
Tu dis Jarou, putain, très très bon. Mais c'est là aussi qu'on voit que c'est l'univers étendu plus ou moins contemporain de Kasdan, c'est assez rigolo. Mention de Felucia, la planète qu'on voit dans La Revanche des Sith, là où est tué Ayla Secura. C'est avec les champignons là? Oui, les champignons, c'est ça. Aura Singh, donc qui est ça c'est une bonne référence. Ça c'est l'utilisation de la référence, ça c'est cool, c'est justifié que Tobias Beckett est un nom parce qu'il a tué un chasseur de primes de l'univers Star Wars. Aura Singh, elle apparaissait dans Rebels et tout d'abord dans La Menace Fantôme, c'est cette espèce de chasseuse de primes avec un sniper et une longue queue de cheval, tout en étant chauve d'ailleurs. Landonis, no clue, j'ai pas trouvé d'où ça sortait. C'est juste son vrai nom. Je pense que c'est juste son vrai nom. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un petit peu raciste sur Adonis, tu vois? Moi ça faisait un peu Adonis dans l'histoire. Ouais, ok. Le Terrasse Cassie. Alors là, je donne la parole c'est le brosson. Et je donne la parole à Alex. Ah ouais, parce que moi, du coup, j'étais en PLS quand elle a dit ça. Donc, pour les connaisseurs de jeux vidéo Star Wars, c'est assez marrant d'ailleurs, à plusieurs références de jeux vidéo au final. C'est un jeu de PS1, un jeu de combat Star Wars dégueulasse qui s'appelait Star Wars Master of Terrace Cassie. Et en fait, du coup, c'était un jeu réputé pour être bien merdique, en tout cas parmi les fans de Star Wars, et du coup j'y avais joué à l'époque et tout, et c'était vraiment à chier. Et du coup ils ont intronisé le Terrace Cassie, alors apparemment c'est le Krav Maga. Mais il y avait eu beaucoup de, enfin j'ai regardé du coup sur Wikipédia, et le Terrace Cassie, ouais, c'est un des trucs les plus référencés. Ok, bah du coup moi ça m'a fait bien marrer. Je pense qu'il y a un paquet d'auteurs qui ont grandi avec ce jeu vidéo. Ça fera est-ce que c'est pas jeu vidéo est-ce que c'est pas du coup l'inverse, et que c'est pas le nom du jeu vidéo qui porte en hommage à un art martial qui existe dans... J'ai pas le problème, c'est que sur Wikipédia t'as pas la date des trucs, donc faut aller checker, et le jeu date de 1997, ça c'est vieux. Donc je me dis que c'est possible que ça soit arrivé quand même, le jeu vidéo est arrivé, et du coup surtout c'est un jeu de LucasArts, donc c'était vachement aussi dans l'idée de créer des IP au sein de Star Wars, comme Galactic Battlegrounds qui a introduit pas mal de choses. Un jeu assez marrant d'ailleurs, parce qu'on peut incarner Leia qui est le seul personnage à avoir une tenue secondaire qui est la tenue d'esclave. Voilà, donc parce qu'on n'est pas du tout à une époque où le sexisme on s'en foutait. C'était avant que Star Wars soit gangréné par les Social Justice Warriors, tout ça, c'était pas mal. Bref, sur ma liste il y avait 28 références, je sais que j'en ai manqué au moins 4, puisqu'il y a cette fameuse double référence de Tobias Beckett qui parle avec des expressions de Star Wars que je n'ai pas eu le temps de noter, et sachant que dans ces 28 références je dois avoir au moins 5 ou 6, enfin ouais, c'est plutôt une dizaine de points. I have a good feeling about this. Ouais, non, mais je ne compte pas les trucs très très évidents. Je ne compte pas les holo échecs et ce genre de conneries, ou les mentions sur Tatooine, hein, on va pas vous insulter non plus. C'est I have a good feeling about this par contre cette fois-ci. Voilà. Il le twist. Et bref, du coup il y a aussi le radar du coup du Faucon Millenium qui saute une première fois quand ils sont en train de se faire aspirer par ce trou noir là. Exceptionnel. Des trucs à la con. Parlons pas de cette scène. Qui est pas un trou noir au final, qui est un trou rouge. Je rigolais tout seul dehors tout à l'heure parce que je me souviens que quand Solo a été annoncé et qu'on se disait que ça allait être un peu nul. Et moi j'ai dit à notre cher Claudel, imagine c'est The Kessel Run a Star Wars Story, en me disant que ça pouvait être stylé, tu vois. Et là maintenant qu'on sait ce que c'est le Kessel Run, j'ai envie de pleurer. Ouais, non, mais il y a motif pour quand même, quoi. Donc bref, beaucoup de références. S'il y a des trucs qu'on a oubliés, mettez-les en commentaire, que vous nous écoutez sur SoundCloud, ou balancez-nous sur Twitter @SW Outrider. J'ai fait le tour de ce qui était marqué sur ma fiche, puisque j'avais mis Easter egg et surprise en espérant qu'il y ait surprise, et elle s'appelle Dark Maul. Voilà. Est-ce que vous voulez revenir pour terminer avant l'outro sur peut-être des scènes en particulier, parce que là on parlait par exemple de la décevante scène du Kessel Run où au final il s'agit juste de faire du hors-piste dans du brouillard. Passionnant. Avec des astéroïdes. Il n'y a pas grand-chose, je crois qu'on a déjà parlé des scènes assez marquantes au final. Au final, rentrer dans le cast et le fait qu'on introduit toujours un petit peu plus de persos dans le film, alors qu'au début on est juste avec Kira et Han Solo, nous ça permet un petit peu de faire le découpage. Il n'y a rien de vraiment surprenant, tu vois, qu'on aurait oublié de mentionner. Il n'y a rien de mémorable à un point qu'on soit tous d'accord. Bah si, il y a une passabilité mais mémorable. Enfin moi, dès le début, la première moitié, moi je sais que vous avez préféré la première moitié à la deuxième, Alex et Thibaut. Moi j'ai préféré la deuxième. C'est la première. Non seulement les scènes s'enchaînaient beaucoup trop vite, mais en plus elles étaient tellement mal filmées et cadrées que tu voyais rien, quoi. La scène de la guerre en mode 3 ans plus tard, ou la scène de la course-poursuite au début où c'est à chaque fois cadré sur la voiture, et du coup, enfin la voiture, parce que c'est vrai, clairement une course en voiture, hein,
Avec un volant. Et ouais, tu voyais rien quoi. Enfin, il y a aucun impact de. Il n'y a aucun impact. En fait, je pense que tu résumes le truc. C'est-à-dire que là, mais de toute façon, le problème, c'est que c'était. Je pense, je sais pas s'il nous écoute, mais je pense à notre ami Bob qui avait fait un tweet un jour parce qu'il avait retweeté Ron Howard qui filmait son verre d'eau qui tremblait dans l'Eurostar entre Londres et Paris, qui lui avait dit, et c'était juste après, parce qu'il allait à Londres pour tourner le film. Voilà, c'est le niveau d'excitation que j'ai pour Solo et qu'il y aura en termes d'excitation et de tension dans Solo. Et il avait pas tout à fait tort avec ce putain de verre d'eau à la Jurassic Park, moi, qui est quand même beaucoup plus tendu dans Jurassic Park, mais c'est méchant pour ce pauvre Ron Howard fondamentalement j'ai rien contre lui, mais je pense qu'on peut rien avoir contre lui quoi. Il est retourné de Dan Brown quoi. Ouais, mais je veux dire, globalement il a pas une patte de ouf, il est au service du récit, il a pas de gimmick, il a pas l'air de concevoir énormément sa mise en scène en se disant ok ça va tourner autour de tel mouvement de caméra ou tel truc. Dans le film, il avait aussi peu de temps et peu de moyens, mais je veux dire, quitte à retourner un film, quoi, allez-y à fond, tu vois, genre essayer de nous faire croire que ça va être un minimum bien. Dès les premières scènes du film, moi j'étais comme Manu, et d'ailleurs j'ai passé 2 heures à ne jamais rentrer dans le film, ce qui est quand même plutôt frustrant pour un fan de Star Wars. Encore une fois, désolé pour ceux que je vais choquer, on va sans doute se prendre quelques énervés, quelques du ciboulot, oui on peut le dire comme ça, mais je sais pas en fait, il y a aucun moment le film, j'ai l'impression essayer de me dire là t'es dans le spectacle, laisse-toi porter, ça va bien se passer, tu vois. Je vais faire la comparaison avec The Last Jedi, pas nécessairement parce que pour militer pour ce film, parce que même si je l'aime, je veux dire la bataille spatiale du début, je veux dire même si t'es un peu en mode oh il y a une blague sur Hux, je n'aurais pas pensé que Poe Dameron fasse ça, t'es dedans parce qu'il y a la musique, il y a direct du sens du sacrifice, il y a une émotion quoi. Là tu ressens que dalle. Et puis il y a de la réal, il y a de l'impact. Enfin, t'as de l'impact, c'est ça. Et là, on est dans un film où rien ne dépasse, quoi. Quelque part, ni du cadre, ni des émotions, ni dans le sentiment. Et c'est là aussi où je peux peut-être revenir, rejoindre Alex sur ce côté un peu Marvel Studios dont on parlait juste avant le podcast, c'est que il y a aussi ce côté, on va froisser personne, quoi. Et alors, est-ce que c'est parce que ça passe juste après The Last Jedi et que quelque part, vu qu'ils ont retourné le film, ils ont eu l'occasion aussi de baisser peut-être certains compteurs. Après, je sais pas, j'ai même du mal à imaginer à quoi aurait pu ressembler le film de Lord et Miller, quoi, parce que tu te dis à partir du scénario là, il aurait vraiment fallu que ce soit vraiment full impro, YOLO total et grosse scène d'action filmée vraiment très punchy. Alors après, vu qu'on sait qu'ils ont tourné dans un décor vraiment rétréci et que la photo a l'air de cacher pas mal de choses, ça se trouve c'était beaucoup plus spectaculaire, mais j'ai pas non plus l'impression que sur le papier il y avait une grande histoire, quoi. Enfin je sais pas. Non. Après, peut-être qu'au niveau de l'écriture, ça aurait été beaucoup plus agréable et moins chiant, tu vois. Mais je pense que ça aurait été moins prévisible parce que eux-mêmes ont donné un style de management un peu imprévisible. Et à la Jump Street, tu vois. Moi, je l'aurais bien vu typiquement, même pour rester dans un esprit un peu gaguesque, un peu Marvel Studios, pour le coup, si tu prends par exemple Jump Street ou The Lego Movie, t'as des blagues, puis tu t'y attends vraiment pas, et pour le coup, elles font mouche. Mais là ça marche pas trop, on est vraiment dans un truc où... C'est plus épique, 21 Jump Street en vrai. Ah, mais 22 Jump Street, la course-poursuite de 22 Jump Street, elle est 10 fois plus épique que ça. Je sais pas, mais je sais pas si ça aurait donné, je sais pas si ça aurait nécessairement fait un meilleur film, mais tu vois, ça aurait été un film, je pense, plus... moins arrondi sur les bords, un peu plus croustillant, quoi. Je trouve que le film manque de croustillance globalement, c'est assez dur de tu sais, je regardais le film puis je pensais déjà à mon tweet, j'étais là genre je vais dire que c'est chiant globalement parce que là je me fais un petit peu chier et c'est chaud à aucun moment, mais je l'ai vu 3 fois en l'espace de quelques jours devant The Last Jedi et je connaissais les rebondissements et à aucun moment je me suis dit oh putain c'est la scène que j'aime pas, même quand je l'aimais pas j'étais quand même, je sais pas, parce que je partais à chaque fois d'un bon pied, que j'étais pris dans le film, tu te surprenais quelque part à kiffer les trucs, alors que là je me suis surpris à pas kiffer grand chose à part Donald Glover en Lando, 2-3 vannes et l'avalanche de design quand on peut les voir comme disait JB. Est-ce qu'il est temps de non, j'avais un dernier, alors Raph a un dernier truc, mais j'ai un dernier truc aussi très important. Vas-y, Raph. Quoi votre scène préférée? Non, je voulais c'est peut-être de ce que tu voulais dire aussi, mais en fait je voulais qu'on parle vite fait de la musique. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé. On en a pas parlé, mais elle est pas là. Ce qu'on a dit sur le film, elle est effectivement moi je la trouve très absente. Ah ouais. Pourtant il y a des ouvertures avec des thèmes, tu vois, un peu particuliers, mais je trouve qu'elle le thème Enfys Nest. Ouais, le thème Enfys Nest, c'est le meilleur thème, mais tu l'entends 2 fois, tu vois, et voilà. Mais la musique, on l'entend à fond, et paradoxalement, des fois jamais. On l'entend pas. Comme dans Rogue One. Elle est vraiment poussée. C'est le syndrome Rogue One, tu vois, il a pas de thème, quoi.
Donald Glover, il a pas de thème. Mais en plus, c'est quoi du coup le thème de John Williams qu'il a composé sur Han Solo? Moi, j'ai pas réussi à distinguer le truc. De Han Solo qui est un peu plus épique, tu vois. Je trouvais que le niveau de la musique était élevé, mais que il n'était pas non plus reconnaissable. Tu vois ce que je veux Il n'y a dire? pas d'iconisation. Tu sais, même le moment. Le moment où il fait son Kessel Run, où il va hors piste là, où tu t'attends à vraiment où il y a la zik qui va passer à blinde et tout, bah t'as le thème qu'on connaît classique Star Wars en accéléré un petit peu épique, mais tu l'entends 2 secondes quoi. Alors que quand Enfysness attaque, on entend que son thème, on n'entend même plus les persos parler, c'est très bizarre. Stylé parce que c'est vrai qu'on l'a vu dans les trailers, mais il y a quand même une certaine mise en scène, tu vois. Et c'est un peu c'est un peu dommage. Moi j'ai quand même hâte de l'écouter parce que c'est vrai que surtout que Powell, c'est quand même un mec qui a fait Dragon, qui a fait des thèmes comme ça un peu épiques. Écouter sa soundtrack de Hancock qui est complètement ouf. Le film est moyen, mais la soundtrack est folle quoi. Et Manu n'a pas l'air très d'accord. Manu, c'est bien Hancock? J'aime bien. Ouais, t'aimes bien. Non, mais je dis moyen, enfin c'est moyen plus, tu vois. Mais ça vaudra pas. Charlize Theron, je suis biaisé. Ça vaudra pas Daniel Pemberton à la BO. Ça serait bien qu'il fasse un petit truc pour Star Wars, mais ouais, non, je suis déçu. Et puis, ouais, j'ai même pas reconnu non plus spécialement à un moment. Ah, ça, c'est l'intervention de John Williams. Alors après, bon, c'est toujours un équilibre délicat. La musique, on a envie de l'entendre, et en même temps, on n'a pas envie qu'elle prenne le place sur le truc. Mais c'est vrai que c'était assez bizarre l'utilisation de cette musique. Autre utilisation bizarre. Pourquoi on se tape plusieurs textes au début du film et pas un crawl? Ah oui. Je sais pas, je trouve que ça faisait très Blade Runner. C'est le truc que j'ai dit à JB, genre pourquoi on a un truc Blade Runner? Est-ce que c'est parce qu'on introduit sur une cité industrielle? Sur les Star Wars Story, il n'y a pas de crawl. C'est une décision qu'ils ont prise de manière totalement arbitraire, parce que déjà t'aurais pu en mettre un dans Rogue One sur plein de trucs. Concept, donc autant le mettre. Ne serait-ce que pour le côté chronologique des gens qui sont un peu paumés, tu remets, nous sommes en guerre civile galactique, l'Empire fait face à l'Alliance rebelle n'est pas encore là, ou je sais pas quoi, tu vois. Tu fais un truc qui est dessiné juste au spectateur sur la planète Corellia. Parce que quelque part c'est juste pour le spectateur. Et là, pour ce qu'il y a à dire dans le texte, rien. Pourquoi autant mettre un crawl, qu'on soit au moins saucé, que t'aies cette petite tension avant la première image? Parce que là, d'ailleurs, la première image est nulle, quoi. C'est littéralement un mec qui allume la lumière dans un film où tu ne vois rien, parce que le mec fait des contacts avec des fils sur des speeders, quoi. Enfin, l'iconisation, zéro. Même juste le temps attendu jusqu'au logo et tout, et la façon dont apparaît le logo, c'est nimp. Mais tu aucun rythme. Là, il y a un texte au début. Dans Rogue One, il y avait le nom des planètes. Tu sens qu'en plus ils ont besoin quand même de contextualiser où se passe le début du film. Oui, mais donc, pourquoi ne pas avoir mis les crawls par rapport au nom des planètes, je reviens à ta remarque de tout à l'heure. Le nom des planètes, c'est un truc qu'on fait depuis le Star Trek de J.J. Abrams. Donc c'est un truc de jeune. Mais alors, donc un Gareth Edwards, il le met. Alors qu'un Ron Howard, il dit ah non, on est dans un film. Le nom des planètes de Rogue One, moi je l'avais vu comme un aveu d'échec, clairement. Bah oui. Ils n'arrivaient pas à expliquer où se passait le début du film, donc ils avaient mis le nom des planètes. Et là, ils te mettent un petit texte au début qui dit ça se passe à Corellia. La troisième réplique du film, c'est dit on est à Corellia. Ça va, c'est bon. Oui, et le texte d'intro te rappelle aussi qu'il y a la Lady Proxima qui exploite les enfants. Mais c'est vrai que ça, tu ne le vois pas du tout après. Non, mais avec la même typo que dans les crawls où certains noms sont en majuscules et tout. T'es là, mais niquez-vous, faites-nous un crawl, quoi. Rajoutez un paragraphe et c'est bon. Ou alors au pire, il est tout petit. Limite, ça surprend les gens. Tu sais, le truc il passe super vite et bam, tu commences direct avec la course de speeder. Il y a zéro recherche dans ce putain de film, c'est quand même. Enfin là, ça y est, je m'énerve, mais je veux dire, tu prends. Non, mais c'est facile pour moi parce que j'ai pas le budget, j'ai pas eu à gérer un studio, à licencier 2 gars. Mais je veux dire, dans ma tête, c'est quand même évident que tu te dis, ok, alors ça commence par quoi? Ouais, c'est un mec qui vole et tout. Parce que c'est pareil, c'est mou. Le mec vole un speeder. On a l'impression qu'il rentre chez lui tranquille, c'est la fin du boulot et tout. Et j'étais là au début, est-ce que le mec est poursuivi ou pas en fait? Enfin, je ne sais pas. Vite fait. Très très vite. Et ça, c'est à l'image du film, quoi. Et quel est son vrai statut aussi entre mec exploité? Non, mais c'est ça, t'as un crawl, et un peu un mec qui est dans son coin. Oui, puis même au début, tu sais. Il se fait victimiser par les mecs qui le poursuivent et après il se rebelle et il prend le bâton du gars en mode ouais attends je fais quand même pas et après il se fait braquer avec un blaster en mode non mais c'est bon ferme-la, enfin, t'es personne. Non mais je sais pas, plus j'y réfléchis et plus je me dis que bon bah ok il y a sauvetage donc les mecs pouvaient pas faire non plus des merveilles, mais je veux dire il y a un moment je trouve ça chaud quand même, par exemple l'accueil du film, quoi. Enfin après il y a eu beaucoup de bruit, mais au final, c'est assez mitigé en termes de critiques et tout. On a vu Matt Singer de Screen Crush qui a dit que c'était le pire Star Wars depuis les années 90. Je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui attendaient rien du tout de ce film.
Et du coup, ils sont plutôt agréablement surpris. Ils ont été plus agréablement surpris que moi. Mais... Ouais, mais je sais pas si c'est une bonne. Je suis désolé, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui du coup vont considérer que je suis un haters avec un Z, mais tu vois, est-ce que c'est une bonne posture? T'attends rien, alors ça va, je suis surpris quoi. Bah non, je sais pas. Et des ambitions comme ça, au moins les studios ils essayent de lever un petit peu la barre quoi. Après, c'est difficile d'attendre quelque chose d'un projet. Enfin, pour le coup, moi j'attendais rien quoi. Solo, c'est eux qui te lancent un projet dans la gueule. Qu'est-ce que tu veux d'attendre d'un film? Mais d'ailleurs, le film a les pires projections d'un Star Wars depuis le rachat de Disney. Bah non, le week-end. J'aimerais être surpris, tu vois, et tout, mais c'est normal. J'avais pas envie de voir ça à la base, et en plus c'est un projet qui était périlleux, qui s'est pas passé comme prévu, donc clairement, moi j'attends rien d'un film dont je sais que ça va sûrement être une catastrophe, quoi. Donc après, moi j'ai trouvé justement que c'était pas catastrophique et justement j'arrive à me raccrocher sur des points que je trouve intéressants, même si bah ouais, tout autour ça sent quand même pas très bon. Il y a vraiment pas grand chose. Ah non, il y a pas grand chose à sauver en vrai, mais il y a quand même. Mais je trouve il y a quand même des trucs intéressants. Malgré ses défauts, malgré tous les rafistolages visibles et tout, je suis désolé, t'avais un souffle, t'avais un truc, t'avais des images. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et là j'ai rien qui me reste. Là, demain, j'achète mon croissant aux amandes avant de partir rouler 4 heures, je l'oublie le film. Enfin, tu vois, il y a pas de problème, quoi. Mais en fait, c'est triste à dire. Tu peux enlever la mention Star Wars de ce film, c'est ce que je disais au début, tu vois. J'ai dit, j'attendais un Star Wars, je l'ai pas eu. Bah c'est ça. Tu enlèves la mention Star Wars, c'est random science-fiction movie quoi. Ah ouais, mais c'est super triste. Mais il y a aussi ce côté, on en a pas trop parlé, mais il y a beaucoup de scènes du quotidien où ils sont dans des garde-robes, dans des douches, dans des trucs comme ça. Il y a un côté, et ça parle de cul et tout. Et j'ai l'impression qu'il y avait un côté un peu ce Star Wars que t'as pas envie de voir, tu vois. T'as pas envie de te prendre un film où tu vois ce que tu vois dans la vraie vie en fait. Et tu sais, j'ai pas ressenti d'évasion par exemple, tu vois, devant Solo. Et je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, bah dans un comics qui suit des mecs, ouais, tu les vois manger, tu les vois doucher, ils sont au coin du feu et tout. Dans Star Wars, enfin, entre guillemets, t'as pas le temps. C'est Ryan Johnson. Scène de douche entre Han Solo. Mais voilà, c'est ça. C'est. D'ailleurs, il y a un point dont on n'a pas trop parlé, c'est l'humour. Et il y a un peu. Si, on en a beaucoup parlé. Non mais. Il y a un peu cet humour, humour Ron Howard du coup quoi. C'est un humour de vieux qui marche pas quoi. C'est l'humour beauf qui fera rire papa et maman, mais non, mais dans la salle personne rigolait quoi. Moi j'aime bien, bah justement, moi j'aime bien. Bah, c'est un des trucs que j'ai aimé parce que Star Wars, tu regardes Star Wars jusqu'à même la prélogie, tu rigoles pas quoi. C'est pas l'humour que t'as encore. Non, mais je dis pas moi que j'ai souri, tu vois, t'as plein de trucs. Sur les scènes où ils essayent clairement de l'humour, bah essayer de le faire bien. Sur des situations et tout, mais moi je suis pas pété de rire comme quand, enfin je sais pas, quand j'allais voir Star Wars. Il n'y a pas des moments où tout le monde se met à rire comme tu vas voir à Marvel Studios maintenant parce qu'ils font exprès, tu vois, t'as des amorces dans le montage qui fait que tu vois, ils te laissent un moment pour rire, une respiration dans le film qui est calculée pour que tout le monde soit là dans le film. Mais là, d'après moi, il y en a pas aussi, sauf qu'elle marche. Je trouve qu'il y en a quelques fois qui marchent pas, mais je trouve que globalement, genre, tu vois, il y a Solo et Chewbacca qui prennent leur douche ensemble. Moi, ça m'a fait, tu vois, ça m'a fait sourire. Je trouve que c'est un peu marrant parce que je trouve que Chewbacca il s'en bat les couilles en vrai, tu vois. Enfin, pour moi, c'est un peu crédible, ça participe au fait que les mecs soient inséparables en vrai, tu vois, ils sont tous les deux Chewbacca il s'en bat les couilles, il rentre dans la douche et, tu sais, ça fait en plus c'est filmé comme une scène de douche un peu séduction, tu vois juste les pieds au début et après tu vois les pieds de Chewbacca. Je trouve il y a quand même un humour de situation, tu vois. Non, c'est vrai que c'est vraiment le même début de sa scène. Je trouve que c'est de l'humour de situation plus que du gag forcé, tu vois, de Marvel Studios. Là où je trouvais qu'il y en avait dans justement The Last Jedi, notamment, tu vois, quand par exemple Luke jette le sabre et tout. Mais ça, je suis pas d'accord, je suis toujours pas d'accord avec ça. Mais moi, ça me fait pas marrer, mais je trouve que c'est des genres de scènes, tu vois. Pour moi, la scène de Luke qui jette le sabre dans The Last Jedi, elle a quand même un rythme de scène d'humour de Marvel Studios, quoi. C'est genre t'as un blanc. Ça veut rien dire parce que maintenant il y a tellement d'humour dans Marvel Studios, ça peut être une vanne de caca comme un truc super élaboré. Ouais, mais c'est de l'humour calculé maintenant, tu vois. Et on l'a constaté avec Avengers, donc on s'est éloigné un peu du débat, mais on l'a constaté avec Avengers que les gens rigolaient. Mais tu vois, maintenant ils sont conditionnés à rigoler dans les films parce qu'ils savent qu'à un moment il faut se marrer. Et des fois ils rigolaient dans Avengers alors qu'il fallait pas vraiment rigoler parce que tu vois, ils savaient pas où se mettre. Et je trouve que là c'est de l'humour un peu plus discret et tout, et plus de l'humour qui joue justement avec moins sur des timings de son et des grosses vannes potaches. Ouais, plus mais avec je comprends ce que tu veux dire sur l'humour, mais en même temps le côté Marvel Studios du film pour moi c'est l'uniformisation à l'extrême. Il y a rien qui dépasse, tu ressens rien, tu traverses le film et tu es en retard. Ouais, mais je trouve qu'il s'émancipe de plein de trucs de Marvel Studios. L'humour classique qui aurait très bien pu arriver dans Marvel Studios, c'est quand il dit faites pas les mains, il y a 30 mecs dans le vaisseau, ils
suffit Ouais, mais que je ça fasse c'est un Han signe, tu Solo vois. aussi, tu vois. Et le vaisseau part, tu vois. Ouais, mais ça c'est Han C'est Solo. c'est Han Solo, mais c'est clairement une scène pour Ouais, mais faire pour rire moi, les du gens. coup, c'est quand même pas. Bah, moi, je trouve moi, pas que parce dalle, que quoi. Han Solo, il fait ça tout le temps, tu vois. C'est un baroudeur, enfin, c'est un gros baratineur, pardon. Et du coup, pour moi, tu vois, c'est typiquement Han Solo de sortir un gros mytho. En plus, il est plus gros que lui, tu vois. Le mytho, c'est vraiment exagéré. Et après, le fait que le vaisseau se barre, ok, ça participe à la vanne. Mais tu vois, pour moi, ça fait partie du personnage de Han Solo. De base, tu vois, il est comme ça, tu vois. C'est pas un personnage qui force l'humour. Il est marrant, enfin, il est marrant parce il essaie toujours d'enfler tout le monde. Mais tu vois, t'as quand même ce pas en arrière derrière qui en remet une couche, qui te C'est remet comme une respiration. quand il est avec sa pierre et que l'autre lui dit C'est une arrête, pierre, c'est non, une c'est pierre, pas et une en plus pierre. t'as fait le bruit avec ta bouche, tu vois. C'est une réplique qui est faite pour faire rire les gens. Bah, c'est comme quand il Ouais, est mais dans du la coup, mine, quoi. je trouve que et c'est là où je trouve que c'est intéressant dans la personnification du personnage de Han Solo, c'est qu'il est un peu con aussi, hein, parce qu'il a pas d'expérience, quoi. Et du coup, il fait ce genre de baratin, comme un peu tu le revois dans Star Wars, dans Star Wars 7, où tout le monde dit mais t'as baratiné tout le monde, mec. Ouais, mais... Bah, tu vois, il a bien commencé quelque part, et là Mais il est super jeune, donc c'est super il est drôle dans une Star Wars 7, situation. parce que justement, il y a le background derrière. Oui, mais du coup, je trouve qu'il joue un peu là-dessus, enfin avec cette personnalité quand même, tu vois, c'est la même fibre. Et tu vois là, genre il est un peu con, enfin genre il est dans une situation où il a complètement perdu, c'est ce qui se passe après, où il dit bah la prochaine fois qu'on me frappe, je réplique, et l'autre il a fait bah en fait j'ai un gun, tu vois, c'est juste parce que Han Solo il est un peu con, il est impétueux, et du coup forcément il fait des trucs cons, et tu vois, moi j'ai pas vu ça comme de l'humour, plus dans la caractérisation du personnage de Han Solo. Après il y a des vannes, j'en ai pas en tête, mais il y a des vannes je trouve qui sont un peu plus forcées, mais globalement je trouve que les petites vannes, moi m'ont De toute fait façon, il faut sourire arrêter, et tout, que, j'étais je plus, pense, en général, de penser l'humour comme un truc anti ou pro cinéma, tu vois. Je veux dire, non, mais je trouve ça que- marche pas, ça marche pas. Il y a une rythmique dans la vanne avec Marvel Studios, et je trouve que quand on a vu Avengers, c'était symptomatique de ça, avec des gens qui Oui, rigolent des gens qui sans aucun rigolaient, sens, parce oui, que bien tu sûr. vois, ça a créé un rythme dans les films, et moi ça me dérange à chaque fois. Mais après, ça me peut dérange, servir quoi. un film ou desservir un film, tu vois. Je veux dire, Rogue One, il n'y avait pas d'humour, et ça gênait personne, et vois, tout le monde a trouvé que c'était le meilleur Star Wars depuis l'Empire contre-attaque, si on lisait les critiques à l'époque, tu vois. Donc, et à l'inverse, tout le monde a chié parce que Hux faisait 3 blagues dans un film. Donc, au final, tu vois, je pense que c'est pas pour l'humour que le film il me dérange, moi, ou même sa gestion. Non, mais de je trouve que l'humour c'est vachement compliqué à gérer, tu vois. Ça peut, tu vois, genre moi la scène de Hux qui se fait éclater la gueule sur le pont, bah tu vois, moi c'est trop, tu vois, par exemple. Ouais, mais c'est le First Order, tu vois. Enfin, il y a un truc sérieux dans Star Wars. Tu respectes l'univers. Non, mais je sais pas. Respecte ton empire. T'imagines si Dark Vador dans la prélogie en fait il s'amusait à claquer la gueule de mecs avec la force sur des portes ou je sais pas. Alors rappelle-toi l'épisode 4, mais non, mais votre manque de foi me consterne. Ouais, mais... c'est le même genre de vanne, c'est juste les vannes. Mais c'est pas du tout une vanne, votre mode de foi consterne. Le mec il est en train d'étrangler un type, t'es là, c'est une des premières fois où tu vois, tu fais what? Mais oui, mais parce que l'autre il est en train de se. Oui, mais il fait un jeu de mots, tu vois, c'est un pun, c'est parce que Dark Vador il est impétueux. Excuse accepté Captain Nida, c'est oui, quand ça même. aussi, excuse accepté Captain Nida, alors que le gars il vient de s'excuser juste avant. C'est pas de l'humour, c'est juste c'est que le mec il est en position de force, il est en position de force ultime, donc en fait il est en train de leur montrer qu'il leur marche dessus, il accepte ses excuses parce qu'il s'en bat les couilles et qu'il peut le buter en 2 secondes, tu vois. Enfin moi ça participait à la, c'est comme quand Kylo Ren il éclate des trucs avec son sabre laser dans Star Wars 7, ça me fait pas marrer du tout, tu vois, ça montre que le mec il est. Mais là tu dévies, tu reviens de ton idée de base. Parce que mais on est d'accord. Hein? Mais on est d'accord en fait sur l'analyse, sur l'humour. Genre, oui, mais du coup je trouve que c'est pas. Ouais, je sais plus où j'en étais en finale. Vous m'avez perdu aussi. Merde, mais ouais, non, je trouve que l'humour était assez. Enfin, pour moi, il était bien géré et je trouve pas qu'il y ait des blagues forcées, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ok, tu es team humour de Solo. Team drôlerie. Attends, j'avais un point à dire, mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense que pour résumer, c'est que Solo essaye pas de créer un moment de vanne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs qui sont marrants. C'est pour créer un ton assez léger. C'est pas spécialement pour que entre deux trucs assez durs qui se passent, comme dans le cas c'est le cas dans The Last Jedi, t'aies une vanne parce qu'à un moment il faut rigoler, tu vois. Et je comprends cette idée-là et je la respecte, tu vois. Mais quelque part. Moi, je m'attendais aussi à ce qu'il subsiste une petite patte Lord des Miller par moment qui fait que tu délires bien, tu vois. Tu délires vraiment, tu sors du film au sens où c'est con, tu vois. Alors, par exemple, le coup de la pierre, je pense que par Lord des Miller, ça m'aurait fait marrer, tu vois, parce qu'il y aurait une rythmique différente. Je suis d'accord, mais comme c'était pas eux, tu vois, je préfère que Ron Howard il gère l'humour comme il peut. Pour nous dire qu'on tourne en. Non, je suis d'accord avec Alex dans le sens où je trouve que l'humour est relativement bien géré, mais t'as encore des trucs Lord des Miller. Le Lando qui vlog. Ça, c'est du Lord des Miller. C'est le seul pour moi, effectivement. Voilà, ça c'est beaucoup. Et là, c'est Donald Glover, tu vois. Ouais, mais je préfère un truc
bien géré et drôle que 67 vannes où il y en a que 5 Du qui coup, font t'as rire. plutôt l'air de dire que c'est 67 vannes et 5 qui marchent dans le film. Non, justement, parce que je trouve que par exemple la scène de la douche, moi j'ai trouvé que c'est suffisamment subtil pour que tu aies un sourire, mais t'éclates pas de rire et tu fais ah c'est marrant, ils sont dans la douche et tout. Non, c'est juste tu les vois. Et oui, Chewbacca, Est-ce qu'on n'est pas quelque part juste formé par la mode Marvel Studios où on se dit faudrait vraiment qu'on se marre, alors qu'il y a aussi, comme dit Alex, des films qui sont faits pour te faire sourire, pas juste marrer. Bah, et puis Han Solo, il a toujours été comme ça, il a des petites vannes, il te fait sourire, t'éclates pas de rire. Han Solo, il te fait pas mourir de rire, il te fait sourire, toi. C'était ces 3 PO et R2D2 qui faisaient rigoler dans Star Wars. Han Solo, il était c'est marrant, tu vois, mais c'est pas. T'éclates pas de rire avec Han Solo. Et là, c'est pareil, t'éclates pas de rire. Donc, quelque part, c'est cohérent. Ouais, mais il y avait eu cette fameuse phrase comme quoi Lord Miller essayait de faire de Han Solo un Ace Ventura, et genre je comprends tout à fait ce qui est, même si je pense qu'il y a de l'exagération là-dedans, ce qu'il voulait dire, au sens où là ils ont essayé de garder une forme de cohérence aussi avec son personnage, ses valeurs, son humour et tout, et c'est pas étonnant qu'on passe autant de temps sur l'humour par rapport à ce perso-là, mais en même temps... Là où ça marche pas, et là on va revenir au début, c'est à cause de l'acteur en fait. Ouais, il a pas le côté un petit peu sassy que pouvait avoir Han Solo. Ansel Elgort, refaites le film une 3e fois, on ne vous pardonnera. Mais voilà. On a fait le tour, messieurs, parce que j'ai l'impression qu'on commence un petit peu à tourner en rond. Comme déjà, on a bien parlé de ce film. Un Faucon Millennium dans un vortex. Ok, très bien. Et ben on va passer tout de suite à la conclusion, les amis. C'est parti, on atterrit tranquillement, on se pose. Pas comme Han Solo, parce qu'il a sacrément saccagé ce putain de Faucon. C'est du beau boulot ce décollage, non? Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même. Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant? Boire un verre? Et ensuite? La fête est terminée. Plusieurs Botans sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça, c'est ce qui s'appelle une course de modules. Bon messieurs, on termine. D'ailleurs je dis messieurs, ça me fait penser que toujours pas de contrebandière à bord de ce vaisseau. On est vraiment entre couillasses comme on dit sur Tatooine, et c'est désolant. Donc si vous avez des candidates à nous envoyer, promis, on en prendra soin, on les protégera tel Lando. C'est dur, non j'allais spoiler. Lando il les protège pas, il en prend pas soin Lando. Vu le destin des personnages féminins dans Star Wars pour l'instant. Puis on est en 2018, donc si une fille vient, c'est elle qui nous protégera, tu vois. Donc, oh, pas mal. Et oui, effectivement. Mais on dirait que c'est une Marissou après. Il ne vous reste plus qu'à me harceler sur Twitter pour mon sexisme passif. Bref, messieurs, une phrase d'outro, une note, et on arrête là. Une note sur combien? Sur 5. Sur 5, je mettrais 2,5. C'est un peu dur de dire ça, mais vraiment c'est mon ressenti. C'est marrant, ouais, vas-y. Parce que c'est un peu la note non-note, tu vois, mais pour moi le film c'est un peu le film non-film, tu vois. Bah ouais, mais 3,5 ce serait au-dessus du... Enfin pour moi c'est vraiment... Il m'a fait ni chaud ni froid, donc c'est pour ça. C'est un film que j'avais pas envie de voir et que je suis allé voir parce que c'était Star Wars. Franchement, à part une demi-heure avant la séance où je commençais à y penser vraiment, franchement j'y pensais pas du tout ces derniers jours. Et finalement je trouve que j'ai réussi à gratter ce que je voulais où je voulais, tu vois. Woody Harrelson m'a fait bien plaisir, Donald Glover aussi. Je trouve qu'il y a quand même des trucs, il y a des fois... Je trouve qu'il y a une petite fibre, du coup Old School j'en ai déjà assez parlé, mais qui moi m'a bien plu, tu vois. Après le film globalement c'est sûr qu'il sert à rien, il raconte que dalle, t'es pas surpris, c'est pas flamboyant quoi. Allez le voir au cinéma une fois si vous êtes fan de Star Wars, et puis après oubliez-le. Bon, après peut-être j'achèterai peut-être le Blu-ray, tu vois, je me ferai le making of. Par contre tu vois, ça m'intéresse bien de regarder le making of et tout voir. Des barres parce qu'on va apprendre des choses. Le making of de Rogue One il l'avait déjà bien propagandisé en faisant semblant qu'il n'y avait pas vraiment eu de reshoot, tu vois, donc là je pense que ça va être un peu pareil. Mais bon. Et là c'est bizarre, je pense qu'il n'y en aura pas des making-of tout simplement. Ouais, y a des t'as pas le temps de payer 2 fois, t'as pas vraiment le temps de payer 2 fois. Il y aura au moins des analyses après coup, tu vois, mais c'est vrai que après pour moi ça marque déjà. Après, Lord Miller peut faire le commentaire audio et ça peut être très drôle. Ça marque le début d'une ère gênante quand même pour Lucasfilm, parce que c'est vrai qu'au bout du 2e spin-off sortir un truc comme ça, moi ça me fait pas marrer du tout au fond de moi, parce que du coup clairement il y a aussi ce côté comme disait tout à l'heure Raph, le fait qu'il y a eu The Last Jedi il y a pas longtemps, c'est vrai que là j'ai pas attendu avant un nouveau Star Wars, donc il y avait pas cette tension. C'est important, cette tension qui va revenir pour le 9. Sens de garder ce rythme parce que Star Wars mais après je sais qu'il
est mort, tu vois. Enfin, on Mort, a jusqu'à bientôt. 2019, donc c'est la dernière fois où je vais pouvoir avoir l'expérience de cette tension, parce qu'on n'a plus de rebelles, c'est ni rien là, donc on va attendre un petit peu avant de remanger du Star Wars. Mais comme le 9 c'est dans presque 1 an et demi, ça va être quand même une bonne respiration après Solo. C'est dans 1 an et demi tout pile, donc c'est une bonne respiration, je pense, après Solo. Et après, je sais que ça va être comme ça tout le temps, puisqu'il va y avoir les séries, il va y avoir une nouvelle trilogie de Rian Johnson, et c'est vrai que moi ça me fait un peu flipper de voir qu'ils arrivent à déraper aussi rapidement, quoi. Au bout du 2e spin-off, ça fait chier, quoi. Ils ont peut-être un peu pris la confiance. Après, comme on disait, le projet depuis le départ, il est compliqué, il a eu une vie compliquée, on va pas forcément leur tenir. mais j'ai pas tu envie vois, de leur tenir rigueur. J'ai aussi envie de me dire, parce que je vois des gens qui, comme je dis tout à l'heure, étaient tout de suite en mode au pire, t'as qu'à pas regarder des Star Wars. Je dis genre, au pire, j'ai aussi le droit de dire mon avis et de considérer que en 3 ans, ils ont fait. Non, 4 du coup, ils ont fait 4 films différents. Très différent, et c'est déjà ce que je disais après Rogue One, voir les gens qui avaient détesté Star Wars 7 aimer Rogue One, je me suis dit voilà, ça prouve qu'au moins ils arriveront toujours à créer comme ça l'excitation autour de la licence, c'est-à-dire que des fois ça te plaira, des fois ça te plaira pas, mais il y aura toujours un truc à grignoter quelque part, comme tu dis Alex. Là j'ai l'impression que du coup pour moi à grignoter il y a vraiment rien, c'est la première fois que c'est le cas, c'est la première fois que je vais pas au cinéma et que je vais pas pisser 7 fois avant la salle parce que je me dis putain faut que rien que je loupe et tout, tu vois. Là j'étais en mode je vais voir Star Wars, mais j'avais pas de le palpitant qui était en vrac, tu vois, et c'est quand même assez symptomatique. Je pense que c'est aussi parce nous on a suivi la production de près, ça sera pas le cas de tous les spectateurs et de tous nos auditeurs. Peut-être qu'il faut aussi se dire que voilà, on a eu un Star Wars très proche de la trilogie originale, on a eu un Star Wars, un premier spin-off assez guerrier autour de l'idée de rébellion, Star Wars 8 qui a complètement éclaté le miroir, et un Solo qui est une espèce de mélange de trucs old school et le truc old school en général, puisque j'allais dire, et de mélange aux références à l'ancien univers étendu, donc c'est old school aussi. Il y en a pour entre guillemets tous les goûts et tous les couleurs. Donc tiens, je vais finir avec ma note et puis dire que ça vaut un petit 2 ou un 2,5. Je sais pas. 2,5, je me sens dans un mood sympa. Allez. Moi je vais lui mettre 2,5 aussi. Ouais. en vrai, moi je mets 2. En vrai, je lui mettrais bien 3, tu vois, mais. Parce que. Êtes-vous fou ? C'est chaud, quoi. J'ai ni passé un mauvais moment, ni vraiment passé un bon moment. Le film, il sert à rien. Et je trouve surtout que il marque d'une pierre blanche la désacralisation de Star Wars. Mais le pire, c'est qu'il arrive. Mais c'est en ça qu'il arrive pas, parce que tu dis il sert à rien, mais il pourrait aussi être inoffensif. Et moi je trouve qu'il est pas, parce que Han Solo, parce que Landonis, parce que ce genre de truc, tu vois. Et tu te dis vous auriez pu aussi juste faire une tranche de vie, parce que c'était aussi la défense de Kasdan. C'est pas une origin story, c'est une tranche de vie. C'est une tranche de vie où le mec il récupère à peu près tout ce qui caractérise le perso dans la trilogie originale. Il était pas obligé de faire tout ça, quoi. Surtout que ça se dirige quand même vers des suites, et on peut très bien imaginer ce qu'on m'a suggéré sur Twitter, avec un 2e épisode centré sur Lando, un 3e sur Boba Fett ou un autre personnage, et tu te dis s'ils avaient vraiment, alors c'est peut-être plus le cas maintenant, mais s'ils avaient vraiment l'intention de faire une trilogie, il était pas obligé d'avoir tous les éléments dans le premier, quoi, tu vois. Bref, Raph. Moi je vais équilibrer la balance vers le bas, allez. Du coup, mettre 0. Non, non, quand même. 0, ça voudrait dire que je serais sorti avant la fin de la séance. Non, ouais, comme je le disais tout à l'heure, c'est un film qui ne restera pas dans les annales, sauf peut-être comme justement ce qu'on a dit, à savoir que il va peut-être marquer un tournant dans l'univers Star Wars, et que dorénavant, les prochains spin-offs, on va les attendre avec encore plus d'appréhension qu'on ne les attendait déjà, parce que c'était déjà à chaque fois assez touchy, et que là ça va devenir de plus en plus compliqué. Après, soyons honnêtes, les spin-offs, à mon avis, c'est mort. Enfin, vu le temps que ça prend d'avoir des nouvelles sur le film de 2020 qui pourrait être le spin-off Obi-Wan, le spin-off Boba Fett ou un spin-off Lando, parce qu'a priori c'est l'une des idées qu'ils ont, même si première misquote Madame Kathleen Kennedy, bonjour première, et donc du coup je me dis que Rogue One c'était exceptionnel, et que ça a peut-être marché aussi parce que c'était pas des persos qu'on connaissait, et que là la volée de bois vert qu'ils vont se prendre sur Han Solo par rapport à certains trucs vont peut-être leur dire tu sais quoi, on lève le pied et puis on va aller plus vite que prévu sur des histoires originales. Je pense que les spin-offs, c'est justement à la rigueur après 2020 que tu pouvais les enclencher avec la nouvelle trilogie de Rian Johnson qui va nous faire découvrir autre chose, tu vois. C'était un moyen de raccrocher avec justement un univers. Moi j'y crois pas, ça. Si ça se passe pas du tout dans la même époque, tu peux pas revenir à Han Solo. Tu vois. Après moi j'ai toujours cette envie d'un spin-off Obi-Wan en vrai, mais je trouve que c'est plus cohérent parce que déjà t'as pas besoin de recaster le personnage et que c'est dans la continuité,
Et tu vois là, enfin pour moi, Harrison Ford tellement un acteur et Han Solo est tellement un personnage iconique que c'était casse-gueule dès le début quoi. Enfin. Ouais, mais moi j'étais team Alec Guinness. Franchement, c'est vraiment prendre l'idée la plus casse-gueule de l'univers. Et Laurence Kasdan, je pense que là, il s'est vraiment pris pour un daron un peu trop qu'il ne l'était parce que. Tu vois, je respecte son travail, mais je trouve que là, lui-même écrit une histoire que personne n'a envie de connaître à part lui et tout. Voilà. Puis on ouais, c'est déjà son projet, c'était. Ouais, mais il devrait savoir que c'est pas une bonne idée, quoi. Lui-même a participé, tu vois, à la création de l'iconisation de Han Solo, quoi. Il a pas besoin de. Le personnage était déjà iconique. C'est vraiment juste taper dans son propre, dans sa propre création. Après, il avait peut-être peur qu'il le fasse sans lui, quoi qu'il arrive. Ouais, bah je pense que ce serait jamais arrivé sur le tapis en vrai. Au début, franchement, au début de Lucasfilm, il y avait il y avait tellement une communication qui est respectueuse de la trilogie, respectueuse de l'héritage Star Wars, que je pense que si lui, il n'avait pas amené ça dans la négociation, ils n'auraient pas eu l'idée de le faire. Tu vois, Boba Fett, quand tu avais à l'époque cette idée de spin-off Boba Fett, c'était un personnage de Star Wars très iconique, mais en même temps qui n'avait pas de background, donc un personnage parfait pour l'attaquer sur les spin-offs. Han Solo. Tu m'aurais dit à l'époque, on va faire un spin-off Han Solo, mais. Déjà très iconique et déjà très iconique et avec il a une place centrale dans la trilogie, donc on connaît son histoire quoi. Il a eu des romans, enfin bref, ça sert à rien, tu vois, c'est un film qui sert à rien de base, donc Manu soupire, on s'en bat les couilles, donc est-ce que Raph, tu veux bien nous donner une note? Oui, du coup je vais lui mettre 0. Non, je vais lui mettre un petit 1 pour les quelques scènes qui m'ont fait marrer, pour la perf de Donald Glover et pour les... Tout ça, ça vaut que 1. Tout ça, ça ne vaut que 1 parce que si tu... Toi, t'es Parcoursup du... Ah, mais je suis Parcoursup. Non, mais en fait, c'est parce que si t'assembles tout ce que j'ai aimé dans le film, c'est vraiment très très court et c'est vraiment des tout petits moments, quoi. Donc, ça s'étalerait même pas sur 20 minutes de film regroupés ensemble. Donc, Ok, je peux comprendre. JB, quelle est ta note? Quel est ton cri en Shriwook? 0,5 sur 5. Voilà. Un demi-point. Non, c'était... Ouais, j'ai vraiment pas aimé. Je trouvais que c'était un gâchis du début à la fin. C'est le film, il a 20 ans de retard dans son écriture, dans sa 20 ans de retard dans son écriture, dans sa réalisation. C'est écrit par des vieux qui pensent qu'en 2018 les easter eggs c'est cool, voilà, qu'est-ce que je te dis. Ok. Faut trop jouer aux jeux vidéo. Je vais l'arrêter là avant qu'il explose comme qu'il soit aussi salé que Crate. Mais du coup Manu, ça nous fait une moyenne à combien au-dessus de la vitesse de la lumière? 1,7. Ah ouais, c'est sympa ça. C'est une petite moyenne. C'est assez sec. Donc officiellement c'est le Star Wars qu'on aime le moins depuis le rachat de Disney, on est d'accord? Ah ouais, largement. Et même la menace fantôme et l'attaque des clones, c'est quand même mieux que ce film, je suis désolé. Ah, tu vois, les gens se battent souvent pour faire des tops, pour savoir quel est leur Star Wars préféré. Ouais. Là, ça va être facile de voir quel est Star Wars que les gens aiment le moins, tu vois. Ouais. Ça va être celui-là. Ça, ouais, par contre, clairement. Ouais, c'est possible qu'il soit très bas sur ma liste, effectivement. Bref, merci messieurs d'avoir participé à cette nouvelle mission de l'Outrider assez tardivement en sortant de la salle. Excusez-nous d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, pour nos réactions à chaud, qu'elles soient salées ou sucrées. Hein. Faudra peut-être passer un deuxième visionnage. Il y en a qui vont le voir dimanche, il paraît. Ouais, il paraît, avec leur chérie et tout ça. Les mecs sont dédiés. Il paraît qu'ils sont fans de Star Wars et qu'ils gèrent un podcast là-dessus aussi. Donc ça tombe bien. À ce propos, messieurs, où en êtes-vous dans vos projets personnels et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur quelle planète? Dans quel système? À bord de quel vaisseau? Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Alex_le_coq. Pour mes projets personnels, je fais des tweets sur la politique, mais en gros là je prends du temps pour WAM et puis j'ai encore des... Mon projet personnel c'est d'harceler Emmanuel Macron sur Twitter. Non mais il y a des trucs qui me révoltent. Serre ton empire. Donc ouais voilà, tu vois, Star Wars me donne envie de révolution, donc je parle un peu des trucs qui m'énervent. J'essaierai de le faire d'une manière ou d'une autre, mais j'ai pas encore trop réfléchi. Je vous avoue que j'avais déjà dit la dernière fois que j'avais prévu de chiller. Je suis en train de chiller. Ça se passe très bien. Je fais un petit tour de France. Donc d'ailleurs j'ai mis une photo de Bordeaux et des gens m'ont donné des petites astuces, des trucs à faire dans le coin et tout. Donc c'est vrai que allez, je vais peut-être continuer de mettre des photos de la ville dans laquelle je me trouve. Et n'hésitez pas à me donner les bons plans du coin. Ça me fait très plaisir, mais bon. Tu vois, je prends un peu de recul et ça fait plaisir. Ok, Manu, on peut te retrouver sur Twitter aussi. Moi en l'occurrence j'ai vraiment un projet de résistance sociale où je vais troller des gens sur Twitter pour qu'ils me parlent et qu'ils se fassent bloquer. Ouais. Parce que j'ai ce pouvoir maintenant. D'accord. C'est magique. Il est plus fort que le gouvernement. Grâce à Manu. Et sinon c'en est même pas que la dernière fois. On est en recherche de noms avec Jay pour un nom de podcast. Ok. Et du coup ton tag sur Twitter? Emmanuel Pedon toujours. Emmanuel Pedon toujours. Je n'ai pas mis d'or Manu.
Mais vous pouvez tenter de me tweeter. Hein. Ouais. C'est que les gens m'envoient des screens de leur blocage après. D'accord, voilà. Effectivement, j'ai dû faire ça moi aussi. Moi, je ne l'ai pas eu par contre. Je t'ai répondu et j'ai pas eu le blocage. Ouais, c'est pas tout le temps. Raphaël, c'est souvent tel le forceur de blocus qu'il est. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes projets? On peut me retrouver sur Twitter à @raf_Ryan67 si je dis pas de conneries. Le mec a son département dans son nom quoi. Non, c'est parce que Raph Ryan était déjà pris en l'occurrence. Donc t'as ton département dans ton nom. Donc j'ai mon département dans mon nom. Tout le à système fait. Alsace. On est très chauvin par ici, mais tu dois sûrement te souvenir de cet état d'esprit. Effectivement. Tu l'as été toi-même. Et on salue tous les auditeurs alsaciens et alsaciennes d'ailleurs. Tout à fait. Bonne bière en terrasse à vous, à Strasbourg, Mulhouse, toutes les villes. JB? Bah moi toujours JB Balier sur Twitter. Yes. Voilà. Et à partir de la semaine prochaine, je sais pas si j'ai le droit de le dire déjà. Ça fait du teasing pour une chaîne YouTube. Oui, exactement. Avec des petits, un peu de plastique. Un peu de plastique, des petites figurines, de la peinture, des petits bonhommes, tout ça. Voilà. De la guerre. Voilà, pour rappeler une scène de Solo qui peut être intéressant, qui avait un côté un peu Warhammer, voilà. Le nom est lâché. Franchement, ça fait plus d'easter egg que Solo, donc tu vois, les easter eggs en 2018, peut-être que c'est cool. Bref, sur ces belles paroles, merci encore de nous avoir écoutés. J'en profite aussi pour vous remercier pour le superbe accueil que vous avez fait au premier épisode de Outrider, puisqu'on est à plus de 2000 écoutes si j'additionne les téléchargements, iTunes, SoundCloud, etc. Donc c'est bon, acheter des vues, ça a servi. Ouais, acheter la Disney Money. Hein. Bon là, on va perdre le truc parce qu'on n'a pas aimé Solo. J'espère. On prend un gros risque, donc n'hésitez pas, du coup, en échange, à nous partager, à nous liker sur Facebook, à nous suivre sur Twitter, et bien sûr, encore une fois. Un GoFundMe, on peut faire ça. Non, mais on va réfléchir à tout ça. Mais en attendant, merci de diffuser ce podcast partout sur l'Holonet. Ça nous aide beaucoup. Et si vous suivez les réseaux sociaux d'Outrider, on essaye de pas trop vous spammer la gueule. Mais l'avantage, c'est qu'on fait des espèces de petites brèves comme ça grâce aux 280 caractères notamment. Donc, si vous avez envie de suivre l'actu Star Wars, d'être toujours connecté, vous pouvez nous suivre. Ça nous fera très plaisir. Bref. Des photos de moi aussi. Donc. Oui, il y a aussi des photos de toi. D'ailleurs, on n'a pas fait la photo de la team, mais je vais le faire juste après. Encore merci de nous avoir écoutés. On va aller se prendre un petit verre et peut-être un bâton de la mort à la cantina du coin. Et pour oublier cette journée. Pour oublier peut-être cette journée ou pour juste chiller tranquillement comme dit Alex. Et on vous donne rendez-vous mi-juin, je pense, pour un épisode qui sera du coup soit thématique, soit news. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais parce que même techniquement on peut considérer que notre numéro 1 était un épisode thématique quelque part. Les derniers Jedi, c'est une thématique. C'est vrai. Mais retour sur les derniers Jedi, c'est quand même une belle thématique. Effectivement, ça dépendra un petit peu de mon emploi du temps puisque je suis en recherche de travail et que les épisodes thématiques demandent forcément plus de temps. Bref, encore merci de nous avoir écoutés et que la force soit avec vous. Plein de bisous. Au revoir. Des bisous. Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence? Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Tu fous la merde partout. Ne m'énerve pas, petit gars. Prends ta pelle et ton seau et va jouer. Allez, on